Questions-réponses, on est là à peu près tous ensemble pour une petite heure et je ferai attention à laisser à peu près 10 minutes de questions-réponses à la fin si vous avez envie de demander des choses à Olivier, ce que j'imagine. Écoute, je vais d'abord peut-être me présenter. Je pense que pas mal d'entre vous me connaissent. Je suis le fils de Madame Anne Sarda, Anne Giraudier Sarda et mon père Pierre Sarda. Et donc petit-fils d'Albert Giraudier et de Marguerite Costa. Voilà. Super. Donc là, on va parler un peu du cinéma. Ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis. Donc, je vais laisser Omblin, qui a fait une super présentation, descendre les diapos de cette PowerPoint. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce que je fais et en espérant ne pas vous endormir. Je crois pas. En plus, voilà, ça fait un peu double soirée cinéma ce soir. Donc, merci à tous d'être là, aussi nombreux en plus. Pour me présenter aussi, Olivier, je voulais te dérouler un tapis rouge de présentation, mais tu as déjà commencé, c'est parfait. Et alors, pour me présenter moi, donc, je suis Omblin Ozda et je suis la fille d'Étienne et Sixtine Ozda dans la branche Jacques et Ami Ozda. Voilà, et j'ai la chance d'être journaliste et de produire des contenus à la fois pour des médias et pour des marques. Et je suis ravie d'être l'animatrice des Ozda ont du talent, qui est un format qui est là, on est dans le cinquième numéro de ce programme qu'on a créé avec Franck pendant le confinement, en se disant que finalement on était évidemment personne ne pouvait se voir, il y avait plus de possibilité de regroupement et de réunion familiale. Et on s'est dit, finalement, on est beaucoup à pas se connaître. On a beaucoup d'Ozda à travers le monde. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en valeur les voix et puis, évidemment, les talents de chacun dans la famille. Donc, voilà, l'objectif des Ozda ont du talent, c'est vraiment de… C'est sur mute, Omblin. Tu as coupé ton micro, Omblin. Omblin, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manip. Il faut que tu remettes ton micro. Là, c'est bon? Oui, désolé. Et vous m'avez entendu avant ou pas du tout? On t'a perdu il y a 20 secondes. Ok. Donc voilà, l'objectif, c'est de valoriser les talents de la famille, c'est de créer du lien. Et quand j'ai lu dans la lettre Ozda, la dernière, qu'Olivier faisait du cinéma, travailler pour les effets spéciaux du cinéma à Los Angeles, je me suis dit que c'était quand même une personnalité de la famille à ne pas manquer, surtout dans ce cadre-là. Voilà, donc c'est partager un savoir, un regard sur une expertise, un parcours, vraiment en profiter pour mieux se connaître. Donc voilà. Et alors, ravi ce soir de vous retrouver dans une édition des Ozda ont du talent où on va parler des secrets de fabrication du cinéma. Alors, pour introduire le sujet avant de laisser la parole à Olivier, je trouvais que c'était intéressant quand même de vous dire qu'aujourd'hui, et c'est la slide juste après Olivier, en 2023, on estime à peu près à 150 millions de dollars le budget consacré aux effets spéciaux, notamment pour le film Avatar 2. C'est vraiment un budget qui est colossal et qui illustre vraiment l'importance de cette industrie à Hollywood. On connaît le don des effets spéciaux, d'immerger le spectateur dans des univers complètement fantastiques ou de simuler la réalité. Moi, j'ai des souvenirs incroyables, notamment de Gollum, qui était un des premiers personnages entièrement numériques dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense qu'on est beaucoup aussi à aimer la saga Star Wars et les combats intergalactiques. Et voilà, derrière ces effets spéciaux, derrière cette magie-là, qui nous fascine pour beaucoup, il y a des artistes de l'ombre. Olivier, évidemment, en fait partie, qui sont des architectes des effets spéciaux et qui transforment l'impossible en réalité à l'écran. Olivier va se présenter plus en détail, mais donc est un scénariste et expert en effets spéciaux numériques, notamment pour le cinéma américain. Et depuis 25 ans, il crée des univers extraordinaires pour les plus grands studios de production de Los Angeles. Donc, parmi dans son CV, on peut dire, il y a la rénovation historique de Blanche-Neige, les blockbusters Marvel, Harry Potter, voilà. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que le parcours d'Olivier traverse les plus grandes révolutions technologiques du cinéma moderne. On y reviendra aussi. Alors, finalement, voilà, moi je me suis dit, mais comment est-ce qu'on devient expert en effets spéciaux? Quelles sont les coulisses de ce métier?
comment la technologie révolutionne-t-elle cet art, parce que voilà, on est passé de la 2D, la 3D, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc ce soir, eh bien, je vous propose de rencontrer Olivier, qui a accepté de nous partager donc une partie de son histoire et quelques secrets de fabrication du cinéma. Et sans plus attendre, Olivier, est-ce que tu pourrais teaser un petit peu sur ce que tu vas nous raconter et nous dire quel est pour toi l'effet spécial le plus fou que tu as réalisé? Il y en a beaucoup. Récemment, j'ai passé le cap de 100 films. Ton micro est coupé. Ah, non, il est allumé, non? Vous m'entendez pas? Si. On entend. Tu m'entends pas? Si, on t'entend très bien. J'ai l'impression. Non, c'est marqué que c'est allumé, là, donc je pense que ça marche. Si vous m'entendez pas, vous le dites. Hein. Ombline, tu m'entends? Bizarre. Peut-être un problème de bande passante à ce moment-là. On va essayer de couper vos caméras. Peut-être les caméras, ouais. Éteignez vos caméras, comme ça, on aura peut-être plus de bande passante sur le… On t'entend. Ouais, vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je disais que bon, je suis tout ce que vient de dire Ombline. Donc, le démarrage de ma carrière, si je puis dire, s'est fait à un moment critique, comme elle vient de dire, au niveau des nouvelles technologies numériques pour le cinéma. Mon père était un fou de technologie. Il avait travaillé pour les programmes Apollo et sortait du MIT, la grande université de Boston. Et donc, j'avais un ordinateur très tôt, à l'âge de 7-8 ans, début des années 80. Et donc, moi, j'avais vraiment une passion, si je puis dire, du départ, gamin. Ayant quitté la France et la Belgique où on habitait enfant, en fait, ça s'est, je puis dire, formé très vite dans ma tête, où je suis arrivé à Los Angeles et mon père m'a amené voir ce film que je pense que vous connaissez, alors si ça marche, ouais, Les Aventures de l'Arche perdue sur un écran absolument gigantesque, comme on ne voit pas trop souvent en France. Et j'ai été complètement époustouflé par ça. Et donc, j'ai voulu très vite sortir d'école. J'ai fait une école de cinéma à Los Angeles, qui s'appelle Loyola Marymount. Et donc, à ce moment-là, je voulais en fait jumeler, si je puis dire, les ordinateurs, la technologie numérique avec le cinéma. Et c'était en fait encore à cette époque-là une technologie analogique, donc du film. Et je suis arrivé au début des années 90, sortant d'école, dans une boîte qui était la première qui avait essayé en fait, de jumeler les deux. Donc, ils avaient ce qu'on appelle des scanners et des imprimeurs, donc des printers, qui prenaient les films et qui les scannaient pour les numériser. Et c'est comme ça que je suis tombé dans un projet ultra secret pour Disney, à travers une boîte qui appartenait à Kodak, pour rénover Blanche-Neige et les Sept Nains, qui était en très mauvais état. Donc, c'était la première restauration numérique de tous les temps. C'était un projet absolument de dingue. Je suis arrivé dans ce projet et on faisait quoi, entre 100 et 120 heures par semaine pendant 6 mois. On était des zombies. Donc, j'ai eu très vite, si je puis dire, un goût dans le cinéma où je me disais, oulala, c'est pas tout à fait comme les autres. Mais bon, très excitant en même temps parce qu'on savait qu'on était en train de faire un truc assez historique. Et donc, à partir de là, je suis sorti de cette boîte qui s'appelait à l'époque Cinesight, qui existe toujours encore, qui est à Londres et à Los Angeles. Je crois même à Mumbai, en Inde et peut-être même en Chine. Donc, depuis ce moment-là, j'ai fait beaucoup de freelance pour travailler sur des projets différents, pour différentes boîtes, différents studios. Et donc là, ça c'est quoi? Ça c'est le film marquant. Donc ouais, on est là. Et donc c'est comme ça que ça a progressé, si je puis dire, dans ce que je faisais. Et là, ce que j'ai surtout fait au départ de ma carrière, c'était la 2D. Et la 2D, est-ce que je peux montrer une slide qui explique ça? La 2D, c'est vraiment les images, on met les acteurs sur l'écran vert, on met un fond derrière, ça reste vraiment plat, deux-dimensionnel. Et au début des années 90, justement, cette espèce de jumelage, si je puis dire, entre les technologies, je dirais, analogiques et numériques qui se sont mises ensemble, on a pu évidemment insérer tout ce qui est trois-dimensionnel. Donc, les Jurassic Park qui sont arrivés au tout début de ma carrière. Quand je travaillais sur Blanche-Neige, on avait des échos qu'un grand film allait sortir avec les dinosaures faits par ordinateur qui ont complètement révolutionné le cinéma. Et donc, tous les blockbusters et tous les grands films hollywoodiens à gros budget qui sont sortis des années après ça et qu'on voit encore aujourd'hui, évidemment, les Américains investissent énormément. Et donc,
Donc voilà, donc ça a été une maîtrise que j'ai, si je puis dire, que j'ai évolué petit à petit. C'est une industrie assez énorme, les effets spéciaux, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a la 2D, il y a la 3D, il y a des effets numériques, il y a des effets donc sur plateau où ils font sauter, ils font faire exploser des voitures dans tous les sens, des bombes, des étincelles et tout ça. C'est encore un autre truc. Il y a les effets spéciaux de maquillage. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, surtout ce que je vous présente, c'est les effets numériques. C'est là que je me suis spécialisé. Et à travers ma carrière, je me suis surtout basé sur la 2D. Et ces dernières quelques années, j'ai fait de la 3D, beaucoup de 3D. Voilà. Et donc, Olivier, est-ce que j'aimerais bien, juste pour commencer, que tu nous dises, avant qu'on parle, qu'on revienne sur tes premiers pas dans le cinéma, l'effet spécial le plus fou que tu aies réalisé, qu'est-ce que c'était? Le plus fou que j'ai réalisé. J'essaie de penser. Alors, quand tu dis plus fou, c'est le plus époustouflant sur l'écran ou le plus compliqué ou le plus fou sur l'écran. Le plus fou sur l'écran. J'essaie de penser. Il y a tellement de films. Le plus compliqué, bon, il y en a beaucoup. C'est tout ce qui est personnages virtuels comme les Gollum des Seigneurs des Anneaux. J'ai fait là récemment, comment s'appelle-t-il, Thanos pour les Avengers, pour les films de Marvel et Disney. Ça, c'était assez compliqué. Bon, c'est surtout beaucoup de la 3D. Bon, il y a aussi, on mélange, si je veux dire, les vrais acteurs avec les personnages virtuels. Donc, ça combine les deux. Ça, c'était assez fou, compliqué. J'avais travaillé aussi à l'époque sur un robot qui aujourd'hui est assez innovateur. C'était vraiment un truc où on était en avance sur notre temps sur le design. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Je pense que je reviens dans 2 secondes. C'était un classique, si je puis dire. C'est un film qui s'appelait, avec Will Smith, qui s'appelait iRobot. Et donc ça, c'était un film où il y avait en fait tous ces, je ne sais pas si vous voyez, on voit pas bien. Pas bien, ouais. Ça coupe. C'était un robot dans un film de Will Smith il y a une vingtaine d'années qui a eu énormément de succès et qui était très innovateur dans le sens qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va voir dans pas très longtemps chez nous. Enfin, c'est un peu fou tout ça, mais ils veulent construire des robots exactement comme ça. Donc, ça peut être, si je puis dire, du cinéma qui annonce un peu notre avenir ou notre présent. Et donc ça, c'est très excitant de travailler sur ce genre de projet. Ça, c'était, bon, je dirais, des effets spéciaux assez fous, comme tu dis, qui aujourd'hui, même 20 ans plus tard, sont, je dirais, à l'heure. Et avant, quand on préparait cette interview, Olivier, tu m'expliquais, toi, ta spécialité vraiment en matière d'effets spéciaux, c'est vraiment l'effet spécial numérique. Parce tu peux nous expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'un effet spécial et ce qu'est un effet spécial numérique par rapport aux effets spéciaux, notamment sonores, de cette Alors, liberté. le numérique, ouais, le numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a beaucoup qui ne connaissent pas, le numérique, c'est tout ce qui est par ordinateur, en fait. C'est digital. Moi, toute ma carrière, j'ai travaillé sur des ordinateurs pour faire ces effets spéciaux. J'étais jamais vraiment sur des plateaux pour faire sauter des bombes et des voitures dans tous les sens. Ça, c'est vraiment ce que je dirais des effets spéciaux pratiques. Il y a aussi tout ce qui est maquillage. Si on pense à un film comme Amadeus, où ils ont vieilli Salieri avec du maquillage et des couches de maquillage, ça, c'est encore une autre catégorie. Et comme j'expliquais tout à l'heure, on est passé, si je puis dire, aux effets spéciaux analogiques au numérique. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur les écrans de films modernes, ce sont des effets spéciaux numériques. Et en termes de compétences, Olivier, il faut du technique, j'imagine, savoir effectivement manier toutes ces images et ces techniques d'effets spéciaux sur ordinateur. Est-ce qu'il faut aussi ce qu'on appelle les soft skills pour ce métier qui sont très importantes aussi d'après toi? Attends, redis ta question, c'est quoi exactement? Est-ce que en plus des compétences techniques qu'il faut avoir pour être un expert en effets spéciaux comme toi, est-ce qu'il faut aussi avoir des soft skills qui sont importantes aussi pour être bon dans ton métier? Pas compris le mot, d'accord. Écoute, oui et non, ça comme moi, très tôt, gamin, j'adorais peindre. J'aimais dessiner depuis toujours. Ma mère pourra confirmer tout ça. Et donc, je voulais vraiment jumeler, si je puis dire, ce côté artistique que j'avais. Mon père était plus un matheux, moi, j'étais vraiment un fou des maths. Donc, je voulais absolument dessiner, peindre, faire des images.
de l'animation, j'avais été très intrigué par les Disney. Notre mère nous avait toujours amené voir des Disney enfants. Et ça m'avait toujours fasciné. Et puis, quand j'ai vu, comme je disais tout à l'heure, les aventures de l'Arche perdue, je me suis dit, comment font-ils des trucs aussi extraordinaires? Et ça m'a vraiment poussé, gamin, à 12-13 ans, de rentrer là-dedans. Et donc, pour être plus précis, donc ce que j'ai fait pendant très longtemps, et que je continue à faire de temps en temps, tout dépend des projets, c'est ce qu'on appelle du compositing. C'est marqué sur les techniques, là, comme on parlait des différences 2D, 3D, et on parlera un peu de la réalité virtuelle et augmentée, qui sont un autre truc encore. Le compositing, très simplement, ça fait partie de la composition. Donc, ce qui se passe quand on voit, en fait, quand on voit un écran comme ça, c'est comme si on mettait des couches les unes sur les autres pour arriver à une image finale. Donc, ça veut dire quoi? Un compositeur, il y a plusieurs départements dans les effets spéciaux. Il y a ceux qui font la 3D, il y a ceux qui font ce qu'ils appellent le cracking. C'est-à-dire que quand les acteurs se promènent sur un écran vert, bon, il faut mettre un fond derrière et il faut que ce fond se moule, si je puis dire, à ce que fait la caméra qui enregistre ces acteurs sur le plateau. Donc, il faut faire, si je puis dire, trouver la data qu'il faut pour comment la performance s'est faite en XYZ. Donc, en profondeur comme en XY, dans les axes XY. Donc, il y a tout ça à faire. Donc, ça, c'est des logiciels assez compliqués. Et donc, le compositing, le plus facile à décrire, on peut voir sur ces images-là, par exemple, si on avait une scène de Star Wars, on a un fond avec des étoiles. Ça, c'est un plan. On a le Death Star, très connu de Star Wars. Donc, ça, c'est un autre plan, c'est une autre couche. On a un vaisseau spatial qui passe à travers l'écran, qui passe qui passe devant l'écran. Il y en a un autre qui le poursuit avec des lasers. Et puis, il lui tire dessus et il l'explose. Bon, tout ça, ce sont des éléments les uns après les autres. Et donc, le compositeur doit prendre tous ces éléments et en faire une composition finale. Et c'est ce qu'on voit sur le cinéma. Donc, alors, il faut évidemment mélanger les couleurs, il faut tout faire comme il faut pour que les bords de chaque image soient parfaits. Le but, c'est que ça soit un trompe-l'œil. Et c'est ça les effets spéciaux. Ce n'est rien d'autre qu'un trompe-l'œil. Et la différence, donc ce que tu viens de dire, le compositing, c'est de la 3D finalement ou c'est Alors non, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, donc sur ces images, vous voyez bien. Donc par exemple, le Matrix, c'est le compositing, ça mélange les deux. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs, par exemple, qui ont été filmés par une caméra normale. Donc ça, c'est du 2D. Ce sont des images de vidéo ou de cinéma. Et après, il y a tout ce qui est 3D, donc tout ce qui a été les maquettes virtuelles qui ont été mises là-dedans, qui ont été jumelées avec les images faites sur plateau avec acteurs sur écran vert, ce qui fait que quand on met tous ces écrans, toutes ces couches, c'est un peu comme Disney, quand vous voyez les dessins animés de Disney à l'époque, ils mettaient plusieurs couches sur transparence, et ça fait, quand on prend la caméra et qu'on regarde toutes les couches les unes sur les autres, on peut rajouter ces couches-là, et donc ça fait une composition finale de ce qu'on voit sur l'écran. Donc par exemple là, quand vous voyez ce type avec ces petits points, la seule raison qu'on voit ces petits points, c'est pour essayer de comprendre comment les muscles faciaux de cet acteur bougent. Donc, il y a après tout un travail fait par les artistes d'effets spéciaux qui essayent donc de comprendre comment le mouvement de cet acteur bouge au niveau du facial. Et après, il y a tous les départements 3-dimensionnels qui font la 3D. Et donc, il y a les éclairages, les éclairistes, il y a les animateurs, il y a tout ça. Il y a ceux qui font toutes les textures. Par exemple, quand tu as une image 3-dimensionnelle, il faut donc définir absolument tout, tout ce qui est spécularité du soleil, comment reflète ces matières, comment il y aura un peintre qui va peindre donc chaque petit détail, donc les rides que vous voyez par exemple. Tout ça, c'est fait par des artistes. Et une fois qu'ils ont les éclairages, ils essaient de mettre, si je puis dire, cette image virtuelle, 3-dimensionnelle, dans son environnement, que vous voyez bien. Ils ont gardé, donc, d'ailleurs, vous remarquez qu'ils ont mis l'acteur virtuel un peu plus grand que l'ancien. Ils ont tout simplement remplacé l'acteur qui était là avec ces images virtuelles et qui ont donc jumelé la 2D avec la 3D. Et maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée? Parce que c'est quelque chose que tu pratiques et que tu fais aussi.
Je n'ai pas fait beaucoup ces temps-ci. J'avais créé une boîte là-dessus où j'étais un peu en avance sur mon temps et ça reste encore assez compliqué. Les boîtes perdent beaucoup d'argent parce que ils n'arrivent pas à arriver à ce qu'on appelle un critical mass de vente de lunettes ou de casques. La réalité augmentée, donc comment cette image, on arrive petit à petit, mais en fait, le but, c'est d'augmenter notre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans pas très longtemps, aujourd'hui, on prend le téléphone, on peut regarder quelque chose et ça superimpose, donc ça fait une espèce de composition. Ça superimpose des images sur notre réalité à nous. D'accord? Donc, le but, c'est d'avoir une lunette comme ça. Et quand vous vous prenez dans la rue, il y aura peut-être, vous rentrez dans ce magasin, 20% de moins si vous achetez des fleurs pour votre femme. Ou alors, ça va vous dire, tournez à droite sur le quartier et ça va mettre justement un peu comme un GPS de voiture dans vos lunettes directement. Comment procéder et comment se manœuvrer dans une ville que vous connaissez peut-être pas, que ce soit dans le monde entier. Donc ça, c'est la réalité augmentée. On peut mettre un personnage virtuel, par exemple, qui se promène autour de vous. Parce que les lunettes, en fait, sont des lunettes avec un ordinateur incorporé, ce qui fait que ça essaie de comprendre la profondeur de champ, ça essaie de comprendre les dimensions autour de vous, et donc ça peut projeter un petit Donald Duck, par exemple, qui se promène à côté de vous quand vous regardez. Et vous avez l'impression qu'il est réel, parce qu'il se promène avec vous. Il peut même vous parler. Et là, on en est encore au début de tout ça. C'est une technologie qui coûte très cher. Donc, je sais qu'Apple est sorti il y a exactement 1 an, d'ailleurs, le casque Apple Vision Pro qui était presque à 4 000 €. Il y a très peu de gens qui peuvent s'offrir ça. Ce sont des technologies un peu, si je puis dire, innovatrices, mais que le grand public ne peut pas s'offrir. Et ça reste encore dans je dirais, très prototype. Donc là, c'est la réalité augmentée. La réalité virtuelle est complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque Meta de la boîte de Zuckerberg ou d'autres. D'ailleurs, il y a d'autres écrans que vous pouvez acheter, mais ce sont des casques. La seule façon que je peux décrire, c'est en fait un peu comme un... c'est comme une machine qui vous fait voyager dans un autre univers. C'est-à-dire que c'est comme un système de téléportation. En fait. C'est-à-dire que ça remplace complètement ce que vous voyez dans le monde réel. C'est-à-dire que dans vos yeux, vous voyez des endroits virtuels. Et donc, où vous regardez, tout bouge comme ça devrait bouger dans le monde réel. Ce qui fait que quand vous avez un casque en plus, non seulement c'est sonore, mais c'est visuel. Donc ça, c'est la seule façon d'expliquer ça, la réalité virtuelle, est vraiment se plonger dans un monde virtuel et immersif. Ok, très clair. Et Olivier, pour bien comprendre aussi à quel moment toi tu interviens en tant qu'expert en effets spéciaux, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le processus créatif des effets spéciaux dans un film, par exemple, je prends Harry Potter, par exemple. On sait qu'il y a des scènes de Quidditch, on sait qu'il y a des scènes de combat, peut-être dans les airs, on sait qu'il y a des monstres, on sait qu'il y a tout ça. Comment est-ce que toi, tu es impliqué et à quel stade dans la réalisation pour que, in fine, on assiste bien, que tous les effets spéciaux puissent exister? C'est une bonne question. En fait, ça va dépendre de chaque projet, Ombline. Moi, j'ai travaillé sur Harry Potter, le tout premier à Londres. Il y a plus de... C'était quoi? Il y a 24 ans maintenant, quand c'est sorti en 2001 ou 2002, je ne sais plus trop, le premier Harry Potter. J'avais été à Londres pour ça. J'avais bossé. D'ailleurs, j'avais habité à Londres pendant 2-3 ans, une bonne époque. Et donc, moi, à ce moment-là, ce projet-là était... on savait que c'était énorme parce que les bouquins avaient un succès mondial dingue. Et donc, moi, là, ce que j'ai dû faire là-dedans, je suis arrivé ce qu'on appelle en post-production. C'est-à-dire que, il y a 3 choses différentes dans tout ce qui est effets spéciaux. Il y a la pré-production, la production et la post-production. La pré-production, c'est pas vraiment des effets spéciaux parce que c'est vraiment s'organiser, voir les scénarios, parler avec les metteurs en scène, essayer de définir la vision de ce qu'on va voir sur l'écran. La production, c'est sur un plateau et filmer les acteurs, par exemple, sur écran vert. Et la post-production, c'est là où on fait vraiment tous les effets spéciaux. Et moi, je suis surtout tout ce qui est post-production. Souvent, j'ai travaillé avec des metteurs en scène, mais je suis sur un plateau ou alors je suis sur un écran, travaillant pour un studio ou alors de chez moi. Ces temps-ci, c'est depuis la pandémie, c'est plutôt chez moi. Et donc, Harry Potter, à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un sequence supervisor, un superviseur de séquence, où on m'avait donné une petite équipe et on avait fait des séquences sur Quidditch, j'ai longtemps que je ne les ai plus vues, mais Harry Potter sur son balai, qui vole et tout ça. Et donc, nous, on avait des séquences sur écran vert et on a dû mettre donc les images qui sont en background, quand on dit en français, je sais plus. Le fond. Les fonds, merci. Les fonds
derrière ces acteurs et le rendre le plus réel possible pour faire croire à l'audience qu'ils veulent. Donc, c'est ça. Donc, est-ce que, par exemple, toi, quand on dit, bah voilà, on prépare le metteur en scène, le scénariste, le réalisateur discute de tout ça, ils disent, bah, il va y avoir une scène de match de Quidditch, est-ce que tu vas dire, bah voilà, effectivement, il va y avoir ce fond vert. Est-ce que toi, déjà, tu commences un peu à être l'architecte de l'effet spécial à ce moment-là, où là, ils ont déjà, quelque part, eux, en plateau, tous les bons réflexes qu'il faut pour arriver au bon résultat qui va être ensuite plus qu'à exécuter en post-production ou pas? Non, ça, c'est une bonne question. Il y a tellement de départements, Ombline, c'est que, en fait, ça va dépendre du travail des autres. Le résultat, comme ça prend beaucoup de départements, beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans. Si ce n'est pas fait comme il faut, par exemple, ça crée des gros problèmes en post-production pour nous. Bon, par exemple, les séquences Harry Potter, ça fait longtemps, mais bon, je sais qu'il y avait des problèmes où ils étaient sur une espèce de grue, où on les bouge un peu et c'est pas naturel. Et ça, on peut pas vraiment changer ce qu'ils ont filmé. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils nous donnent, on peut essayer de raffiner ça, de faire polir un peu tout ça. Mais en anglais, il y a une expression qui s'appelle « we can't polish a turd ». On ne peut pas polir une crotte. Donc, c'est souvent, il faut vraiment que les départements s'entendent pour créer des images qui sont, qui arrivent vraiment à faire le trompe-l'œil. C'est-à-dire que l'audience n'y voit que dalle. Si on fait vraiment notre boulot, l'audience croit aux images. Et c'est très important parce que dans un film, si tout d'un coup vous voyez une image où vous n'y croyez pas, ça vous sort du film. Ça vous sort d'illusion du film. Donc, les effets spéciaux aujourd'hui, on en a partout, même le moindre film a des effets spéciaux. Si vraiment c'est mal fait, ça sort l'audience du film et ça, c'est pas bon à long terme. C'est pas bon du tout. Donc, la question se pose. Je vais vous donner un exemple. Harry Potter, c'était il y a une vingtaine d'années, donc ça a beaucoup changé au niveau de la technologie. Mais là, j'ai fait un film il n'y a pas très longtemps pour Apple, qui était un film avec Jennifer Lopez, une actrice latine. Et donc, ils avaient une séquence dans un restaurant et ils avaient fait ça sur écran bleu. Plutôt que des écrans verts, on peut utiliser aussi des écrans bleus. Et donc, l'erreur qui a été faite sur plateau, donc en production, donc avec les caméras, le metteur en scène et tous les gens qui sont responsables pour ça, avant que ça soit envoyé aux artistes d'effets spéciaux, ils avaient mis un des acteurs principaux ou principal avec une espèce comment dit-on, un suit, un costard, un costume. Il avait un costume bleu. Ça, c'est, si je puis dire, une erreur gigantesque. Parce que quand on demande aux artistes, le but d'avoir un écran vert avec des acteurs, comme je remonte à quoi ça ressemble, quand vous avez un écran vert, le but, c'est d'enlever tout, à part Superman ou les deux acteurs que vous voyez sur cadre. D'accord ? Et donc, comme vous voyez ces images-là, il faut prendre que les morceaux qu'on va donc projeter et jumeler avec tout ce qu'on appelle le compositing. Et donc, si vous mettez un acteur qui est dans un costume bleu sur un écran bleu, il devient transparent. C'est-à-dire qu'il faut, à ce moment-là, il faut dire à l'ordinateur qu'il faut maintenant découpler l'acteur image par image sur toutes les séquences parce que son costume bleu devient transparent. C'est-à-dire que nous, nos logiciels qu'on utilise, on dit à l'ordinateur, mais voilà, tout ce qui est vert, vous le faites disparaître et après, on met le fond. Et donc, on superimpose donc les acteurs sur ce fond. Mais si l'acteur est de la même couleur que l'écran vert ou l'écran bleu, on a un problème. Ça devient vite du gruyère. Et donc, moi, j'ai eu un gruyère. Donc, moi, j'ai eu des trucs comme ça dans ma carrière où j'étais sur des films où il y avait des erreurs, mais de novices. C'est-à-dire que c'était hallucinant, de bêtises, même à un point où les studios doivent dépenser des centaines de milliers de dollars pour récupérer ces erreurs. Par exemple, j'avais été sur un film de John Woo à l'époque, je crois que c'était Jean-Claude Van Damme ou un truc comme ça, enfin je ne sais plus, et ils avaient filmé des soldats en camouflage, donc toutes les couleurs de vert, sur écran vert. Donc ça veut dire quoi? Les acteurs, c'était du gruyère, tout simplement. Et Olivier, donc, si on prend par exemple la photo où on voit la table là avec le banquet là qui a été changé, là pour le coup l'image finale, c'est-à-dire l'image où on voit la table, la forêt, l'espèce de costume, armure, etc. Toutes ces images,
c'est des images créées par les effets spéciaux, dessinées par les effets spéciaux, selon des directives, un cahier des charges précis, ou c'est vous avez le droit de prendre les libertés par rapport à ça, elles ont existé, comment vous faites ça? Ce que vous voyez là, je crois que c'est un film de Johnny Depp. Ce que vous voyez, c'est donc ça, c'était ce qui a été sur un plateau, c'est qui a été enregistré par des vraies caméras avec une vraie équipe de cinéma qui filme donc ces acteurs avec qui sont sur des espèces de costumes verts, ce qui fait on arrive à les séparer, si je puis dire, par rapport au logiciel qu'on utilise dans les effets spéciaux. Et donc, ce que vous voyez, c'est ce qui est resté dans le cinéma. Donc, l'image du cinéma est ça. Donc, ils ont remplacé cet acteur, ils ont gardé la tête, ils ont mis un costume qui est donc probablement trois-dimensionnel, et ils ont enlevé les acteurs et ils ont mis des fonds extraordinaires, virtuels, magiques, si vous voulez. Ça fait une fantaisie. Mais donc, le but, c'est de faire les choses le mieux possible, que les départements s'entendent et que les images qu'on donne aux départements en post-production soient d'une qualité qui on permet de faire des images finales qui sont belles et réelles, le plus réel possible. Comme par exemple les tentacules du monsieur à droite, là. Finalement, le rendu des tentacules, on te l'impose, c'est-à-dire on te dit ça doit ressembler à ça, ou c'est toi qui le crée? Alors, ça demande beaucoup d'artistes, Omblin. C'est probablement, allez, je vais dire 200-300 personnes qui travaillent sur un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est pas du tout un artiste qui fait son truc, qui anime. Chaque tentacule qui est dans, je sais pas si vous avez vu les films, ils sont très bien faits. Ce personnage, on a vraiment l'impression qu'il est réel. Chaque tentacule de poulpe bouge, se promène sur son thorax. Et ça a été animé. Ça a été des acteurs, des artistes qui ont animé chaque tentacule. Je crois que même on voit des espèces de trucs où il peut respirer, on voit qu'il arrive à respirer à travers cette espèce donc vraiment le personnage, on a vraiment l'impression qu'il est crédible. Et tout ça, ça a demandé une organisation extrême, non seulement en pré-production, en production, donc sur le plateau, là où vous voyez que l'acteur a été capturé, si je puis dire, avec tous ces petits points, pour essayer de comprendre le mouvement facial de l'acteur, pour à ce moment-là le répliquer en 3 dimensions sur des maquettes 3-dimensionnelles de cet acteur qui a une espèce de tête de poulpe, d'octopus. Et donc, tout ça, une fois que tout est mis ensemble, donc après, il y a la composition, parce qu'il faut faire cette espèce de maquette de ce personnage, et après le mettre sur vous remarquez que c'est le même fond. C'est le même fond que ce qu'on voit ici. Donc, ils ont gardé, si je puis dire, le fond d'origine. Ils ont simplement imposé l'acteur virtuel avec ses tentacules et sa tête de poule. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi sur tes outils, enfin comment tu travailles avec ça? C'est des logiciels particuliers que tu utilises pour y arriver? Ou en quelques mots, parce que je trouve que ça va être assez abstrait pour nous. Mais, ouais. Donc, en fait, oui, donc, il y a beaucoup d'outils. Alors, ça dépend de chaque artiste. Il y a des artistes donc, qui sont en pré-production. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est écriture, les scénarios, ce qu'on appelle du storyboarding. C'est-à-dire que avant qu'ils filment qui sont sur un plateau avec les caméras, avec le metteur en scène et ses équipes, ils ont mis chaque petite image pour comprendre comment ça va se passer, où mettre la caméra, quel genre de composition, quel genre d'objectifs ils vont utiliser sur les caméras et tout ça. Et tout ça, c'est défini. C'est vraiment ce qu'on appelle, ils ont des spécifications vraiment bien définies à tous les niveaux. Et après, ils vont filmer tout ça. Et donc, nous, en post-production, on utilise beaucoup de logiciels qui sont plus ou moins complexes. Par exemple, là, je parlais de Nuke. J'ai beaucoup utilisé Nuke. Nuke, c'est un logiciel surtout et avant tout de tout ce qui est composition. C'est-à-dire que lui, il prend tous les plans, toutes les couches dont je parlais, si je puis dire, comme en transparence, et on les superimpose les uns sur les autres pour avoir une image finale. Maya, par exemple, est un produit qui a maintenant bientôt 25 ou 27 ans, je sais plus, qui, lui, a été utilisé, je crois, le premier film qui a utilisé ça, c'était les Jurassic Park. C'est un logiciel extrêmement complexe qui prend, je dirais, entre 3 à 5 ans à apprendre, littéralement, un minimum. Et quand je dis très complexe, Maya est un logiciel où on peut créer toutes ces maquettes 3-dimensionnelles, avec la texture, l'éclairage et tout ça, le rendu. Et donc, dans l'industrie des effets spéciaux, que ce soit dans la pub, dans le cinéma ou dans les jeux vidéo, parce que ça, c'est utilisé dans les jeux vidéo aussi, chaque artiste doit presque se spécialiser dans un module de Maya.
C'est-à-dire que je crois qu'il y a, je ne sais plus, il y avait quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait à peu près 100 millions de lignes de code. Ça prendrait, je crois, plus de 100 ans à quelqu'un de coder ce programme ultra complexe parce que ça combine, si je puis dire, plein de technologies qu'on a depuis quelques années et qui sont d'une complexité. Pour être vraiment un expert, il faut entre 3 et 5 ans d'apprentissage pour comprendre Maya. Donc, on utilise ça. Aujourd'hui, il y a aussi Unreal, que j'utilise beaucoup, qui, lui, est un moteur de jeu. Donc, quand vous démarrez des jeux sur la PlayStation ou sur la Xbox, on voit souvent Unreal, Epic. Et ça, en fait, ce sont des outils aujourd'hui, avec les technologies qui avancent de plus en plus, ce sont des outils qui font un peu ce que fait Maya, mais en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut bouger dans un plateau trois-dimensionnel. C'est un peu comme un petit bac à sable où quand les enfants mettent des petits cubes, des petits jouets et tout ça, ils jouent. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez tous les éléments que vous voulez utiliser pour un environnement virtuel et après, on peut se promener virtuellement dedans, comme on veut, mettre la caméra où on veut, faire un film, faire un jeu vidéo. Ça reste une plateforme agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut sortir, à partir de cet outil, on peut sortir des jeux vidéo pour des PlayStation et Xbox, on peut sortir une application pour un Mac ou pour un PC. C'est ultra, ultra puissant. Et même chose pour les téléphones. On peut sortir quelque chose sur iPad ou sur Apple TV ou sur les iOS et les Android. Tout ce qui est iPhone. Et j'aimerais qu'on rentre un peu dans ta peau, quoi, qu'on rentre un peu dans tes coulisses, les coulisses de tout ce que tu as vécu en 25 ans. Et on sait que tu as travaillé, on l'a dit, Harry Potter, James Bond, Avengers. Tu as aussi été mis à contribution pour Netflix, sur des publicités. Et j'aimerais savoir en quelques mots, parce j'ai encore plein de questions et je vois l'heure qui tourne, c'est terrible. Sur quel projet est-ce que tu as préféré travailler? Si tu devais en donner un. Il y en a un que j'ai adoré, et en fait, ça vient souvent des équipes, c'est-à-dire de celui qui est le grand maître de toutes ces équipes, c'est-à-dire souvent c'est le metteur en scène. J'ai travaillé sur un film à l'époque, c'était un metteur en scène assez connu, qui avait fait des films, je ne sais plus trop ce qu'il a fait, mais il avait fait des bons films à l'époque d'action, qui s'appelle Rob Cohen, et qui était un vrai rigolo, et on a travaillé sur un film qui s'appelle Stealth, qui était un film avec des avions virtuels. C'était sur l'histoire d'un avion robot qui prend le contrôle par rapport aux autres pilotes. Et on avait fait donc ces images pour lui. Et quand on travaillait avec lui, il était, je sais pas, chaque fois qu'on était là, il nous commandait des pizzas, il commandait des choses qui n'étaient pas légales. C'était un vrai rigolo. Et les équipes, si je puis dire, sentaient que c'était un type qui était passionné par ce qu'il faisait. Il s'occupait bien de nous. Et donc, on y prenait plaisir de faire les plus belles images possibles pour se mettre en scène. Et j'en garde un très bon souvenir. Alors, bon, j'en ai beaucoup comme ça. Hein. J'ai adoré travailler pour Peter Jackson. Malheureusement, on parlait des Seigneurs des Anneaux, j'avais été invité à travailler sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Et à l'époque, je n'avais même pas lu ça parce que ce n'était pas vraiment un des bouquins qu'on connaît en France. Donc, gamin, je n'avais pas lu les Seigneurs des Anneaux. Et donc, quand j'étais j'étais travailler à l'époque pour la boîte de James Cameron qui avait fait Titanic et Avatar. Et donc, on m'avait offert d'aller en Nouvelle-Zélande pour cette boîte de Peter Jackson qui s'appelle Weta aujourd'hui, qui est vraiment une des meilleures boîtes du monde d'effets spéciaux, d'aller travailler sur la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Et donc, j'ai refusé. Je savais pas ce que c'était. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. J'avais plutôt cherché sur l'Europe et c'est comme ça que je suis parti travailler à Londres au début des années 2000. J'ai réussi à travailler sur les Harry Potter et les James Bond, etc. Et puis, je suis vite revenu parce que je me suis rendu compte que c'était mieux d'être à Los Angeles. Mais j'ai eu cette offre de revenir et travailler sur King Kong. Et donc, King Kong a été passionnant parce que j'ai travaillé pour Peter Jackson et cette boîte, donc Weta, qui est en Nouvelle-Zélande. J'ai travaillé pendant 6 mois à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Et ça a été une expérience de dingue. On travaille plus de 100 heures par semaine. On a travaillé comme ça pendant 6 mois. J'étais un zombie. Ça m'a pris 3 mois pour récupérer. Mais on était très, très bien payés. Et puis, on a pris du bon temps, si je puis dire. Je crois que j'ai pris 1 mois après pour me promener en Nouvelle-Zélande. Donc ça avait été, si je puis dire, des moments où on travaille avec des metteurs en scène qui inspirent. Question du tac au tac, Olivier. Quel est l'effet spécial dont tu es le plus fier? C'est tellement varié. Alors,
Si, je dirais récemment, je dirais que ce sont les effets spéciaux que j'ai fait récemment qui rentrent dans encore une autre catégorie qu'on n'a même pas discutée. Ce sont ce qu'on appelle des simulations en temps réel. J'ai fait ça pour le film de Netflix qui s'appelle Atlas. Et c'est, en fait, de plus en plus, je fais moins de composition, moi, je supervise de temps en temps les projets, mais ce que j'essaie de faire, c'est d'être un généraliste. Donc, je fais la 2D, je fais la 3D, et je fais maintenant aussi tout ce qui est simulation virtuelle, donc de tout ce qui est en fait des effets spéciaux de pratique, c'est-à-dire que les explosions, les étincelles, la simulation de fluide, donc d'eau, le feu. Et donc, pour ce film d'Atlas, j'ai fait quelques séquences où j'ai créé toutes les étincelles quand les choses explosent. Ils m'ont demandé de la neige carbonique. Normalement, on lui donne une fleur, il y a une espèce de neige carbonique qui sort. Et donc, j'ai dû simuler tout ça. Et tout ça, c'est simulé avec des ordinateurs de dernière génération, avec des GPU très, très puissants. Et donc, j'arrive à simuler, si je puis dire, les effets de neige carbonique en temps réel. Donc, sachez que c'est complètement une maquette trois-dimensionnelle. Et donc, ça arrive à simuler tout ça. Et donc, on peut vraiment au niveau scientifique, faire des choses assez extraordinaires aujourd'hui pour tout ce qui est tout ce qui est simulation scientifique de choses pratiques comme le feu, les étincelles, l'eau et la fumée. Tu as été sur quelques tournages. Quel est ton plus beau souvenir de tournage, s'il y en a un? Tournage. J'ai fait pas mal de pubs. Le cinéma, bon, c'est plus de la supervision de côté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire grand-chose, on ne peut pas trop parler. C'est vraiment un truc où les gens vont très très vite. La pub, c'est plus une petite équipe. J'ai travaillé avec un type qui était très sympa, qui avait sa boîte de prod dans la pub. Et on a fait quelques pubs très amusantes pour Mini, pour Coors, BMW Mini, pour Cadillac, pour des grandes marques de voitures. Et moi, j'aime bien les voitures, donc ça m'a beaucoup amusé de travailler là-dessus. Et quelle a été ta plus belle rencontre dans ce métier? Celle qui t'a le plus… C'est très simple. Armelle était là, d'ailleurs, ma sœur était là. C'est grâce à ma femme, parce que on honorait Steven Spielberg, c'était maintenant il y a une quinzaine d'années. Et c'était pour honorer, si je puis dire, sa carrière extraordinaire. Et donc, c'était grâce à lui, et je lui ai dit, je lui ai parlé pendant un petit quart d'heure, c'était étonnant. J'étais le seul d'ailleurs parce que les gens sont un peu, un peu heureux de lui parler, étant un des plus grands metteurs en scène en vie aujourd'hui. Et je lui ai dit que c'était grâce à lui, moi, un petit Français qui arrive à Los Angeles, que j'avais vu les Aventures de l'Arche perdue, que mon père m'avait amené dans ce cinéma avec un écran gigantesque qui était une espèce de dôme très connu à Los Angeles, qui a malheureusement fermé pour rénovation, je ne sais pas trop ce qu'ils vont en faire. Et que ça m'avait tellement époustouflé que j'avais voulu rentrer dans le cinéma et que j'avais fait des effets spéciaux. Et c'était grâce à ce film que tout ça s'est combiné dans ma tête. Un peu un artiste visuel, peindre, un dessin et tout ça, et aimer tout ce qui est ordinateur et numérique. Donc, je lui ai dit, et il était passionné par ce que je lui disais, et très touché. Donc, vraiment une bonne mémoire, enfin, un bon souvenir. Une belle rencontre. Est-ce que tu arrives maintenant quand même, que tu connais tous les secrets de fabrication du cinéma et des effets spéciaux, est-ce que tu arrives à regarder un film sans y penser? Bonne question. Alors, oui et non. Si le film est très très bien fait, par exemple, si vous n'avez pas vu Dune 2, d'ailleurs, je viens de rencontrer le metteur en scène qui est un Québécois, il est adorable. C'est un copain d'ailleurs qui a fait tous les effets spéciaux. Qui est très très bien fait. C'est-à-dire qu'on vraiment on y croit. Que, bon, les images sont très belles. Ça se passe dans le désert et tout ça, avec des espèces de monstres géants dans le désert sous le sable et tout ça. Vraiment un science-fiction étonnant. Ça, je me laisse prendre au jeu quand c'est vraiment bien fait. Quand un film est fait à la va-vite, j'ai du mal. Ouais. Et une ou deux questions sur l'intelligence artificielle, parce qu'on se doute bien quand même que le cinéma et surtout ton métier sont impactés par l'IA. Est-ce que justement, quels sont les principaux impacts que l'intelligence artificielle a sur ton métier et qu'est-ce qu'elle va te challenger et quels sont les nouveaux défis que tu rencontres, toi? C'est une bonne question, Maureen. Je crois que personne n'a la réponse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent le truc, c'est fini les effets spéciaux, c'est fini le cinéma, on rentre quelques petits prompts dans un ordinateur et on a des images parfaites, on peut faire un film de Spielberg en 5 minutes. Tout ça, c'est faux. Bon, l'intelligence artificielle avance très très vite.
à un point où même, moi, j'essaie toujours d'être en avant sur les technologies. J'investis là-dedans, je prends du temps là-dedans, ayant fait des jeux vidéo, des développements de jeux, de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le cinéma, tout ça. Et donc, et même avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a plus personne qui arrive à suivre tout ce qui est les progrès de cette technologie-là. Donc, dans le cinéma aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être remplacé et on parle que est-ce que c'est que le cinéma? Je pense que ça va toucher à tout le monde, toutes les carrières, toutes les industries. On n'en est qu'au début. C'est très excitant comme c'est effrayant. Et je pense que le monde n'est pas encore prêt pour ça. Récemment encore, j'ai utilisé des trucs j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. J'ai fait un projet pour un type que je connais dans le cinéma là récemment pour présenter, créer tout le monde des couleurs pour ce show. Donc ça rentre dans un autre truc de spéciaux. Et j'ai tout fait avec la IA. Parce que la IA arrive à faire du coding en Python, donc c'est un langage d'ordinateur. Et c'est un truc qui m'aurait pris 2-3 jours et je l'ai fait en 2-3 heures. Ouais. Okay. Donc, la plupart des gens dans le cinéma, d'ailleurs, ne savent même pas que j'ai fait ça avec la IA. Ils n'y croiraient pas. Et donc, il faut s'instruire. Il faut s'attendre, si je puis dire, à ces grands changements de société. Peut-être pour du bon, moi j'essaie de rester optimiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à une époque de l'humanité où on va pouvoir s'endormir un peu sur nos lauriers. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les ordinateurs vont se construire, les robots vont se construire, vont construire nos avions, nos bateaux, nos voitures, vont faire l'agriculture, vont promener nos parents, vont nous conduire partout. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre temps? Je pense qu'on va avoir des questions existentielles assez importantes qui arrivent très vite. Et toc, je voulais te poser aussi quelques questions sur ta vie aux US parce que voilà, on te parle de très loin là quand même. Et est-ce que qu'est-ce qui te plaît aux États-Unis? Est-ce que c'était évident pour toi d'y construire ta vie? Et tu parlais tout à l'heure quand même de ton équilibre de vie dans ce métier qui n'est pas forcément facile. Voilà, je voulais savoir un petit peu comment tu vivais aux États-Unis et tu avais trouvé un équilibre satisfaisant entre vie pro et vie professionnelle. Bonne question. Les États-Unis, bon, je regrette malheureusement la politique américaine aujourd'hui n'est pas géniale. Ça, c'est un peu compliqué. Bon, on est arrivé enfant avec mes 2 sœurs, Armelle et Caroline. Le monde était très différent. Et donc, je pense qu'on n'a pas eu le choix d'abord parce que mon père avait un boulot aux États-Unis. Donc, ma mère nous a pris sous ses bras. Elle nous a amenés aux États-Unis. Et donc, on a très dû vite apprendre l'anglais. On était des petits Français. Et moi, ce que j'ai aimé tout de suite dans le cinéma, dans la vie américaine, si je puis dire, c'est que surtout en Californie, il y a une espèce d'énergie où les gens se posent moins les questions sur les problèmes de tous les jours. C'est-à-dire que comme il fait toujours beau, il fait chaud, ils se mettent en t-shirt, ils se mettent en short, et puis ils se disent bah, tiens, je vais essayer de changer le monde aujourd'hui. Il y a une espèce d'énergie d'entrepreneur, de vouloir changer le monde ici, qui existe depuis longtemps. Ces temps-ci, je dirais que c'est devenu beaucoup plus pessimiste grâce à la politique, je dirais, mondiale et du nouveau président américain qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc, je pense qu'on est en remise de questions sur beaucoup de choses, mais les États-Unis a toujours été un endroit assez époustouflant pour faire des choses étonnantes, pour démarrer des boîtes, pour faire des projets avec des équipes extraordinaires, avec faire des belles images et tout ça. Donc, je dirais, bon, ça reste encore un pays où je pense qu'on peut faire pas mal d'étincelles. Et pour terminer, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis plus fier? Là, je viens de passer le cap de plus de 100 films en 30 ans. J'ai fait 30 films. Donc, si on va ils ont une database qui s'appelle Internet Movie Database, IMDb. Et donc, on cherche mon nom. J'ai à peu près 100 films, les uns après les autres, qui sont en ordre chronologique. Alors, ça me donne un peu, si je puis dire, je ne suis plus un petit jeunet, je ne suis plus un jeune apprenti. Ça me donne un peu mon âge, et c'est comme ça, c'est ça la vie. Mais ça, je pense que je suis assez fier de ça, parce que je pense aujourd'hui avec la IA,
et les changements du cinéma qui passent par une grosse crise. C'est très compliqué aujourd'hui de trouver des projets vraiment. C'est parti dans le monde entier, c'est parti en Chine, c'est parti en Inde, donc ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, faire la carrière que j'ai eue, travailler en temps avec autant de studios, de metteurs en scène et d'équipes extraordinaires avec des talents fabuleux, je pense que c'est presque ça va devenir impossible. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'aujourd'hui, un jeune qui sort d'école, travailler sur 100 films d'Hollywood, je ne suis même pas sûr que ça va être possible. Tristement. Ouais. On lui dira quand même de t'appeler s'il a envie de se lancer. D'ailleurs, on peut montrer quelques vidéos. Tu me dis, Ombline, si tu penses à faire ça. Bah, juste avant, j'ai une dernière question avant et après, ce serait sympa effectivement que tu montres un petit peu une vidéo de ton travail. Il y a 67 personnes là qui sont connectées. On est l'association Louis Osda. Louis mais notre grand-mère aussi d'ailleurs, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu as envie de dire est-ce que tu as un petit message à faire passer à la famille qui t'écoute ce soir? Quel message je devrais passer? Ça serait sympa de voir tous plus souvent. On est tous très loin. Enfin, les États-Unis, c'est pas facile. Il faut 11 heures de vol pour venir en France. Donc, ce serait bien de temps en temps à faire les Giromoniades ou les Alériades. J'aimerais bien, évidemment, voir tout ce petit monde que j'ai pas vu depuis longtemps et que j'aime beaucoup quand je les revois. Ça me fait un immense plaisir. Mais bon, on fait chacun, si je puis dire, nos carrières, nos vies compliquées et stressantes et on court dans tous les sens après les chimères. Et donc, ça ferait énormément plaisir de voir tout ce petit monde que j'ai pas vu depuis longtemps en Côte-d'Ivoire. Je crois qu'on s'est jamais rencontrés. Donc, je sais qu'on a une famille tentaculaire et soudée. Et c'est assez extraordinaire. Mais malheureusement, Caroline et moi qui sommes aux États-Unis, Armel en profite plus que nous. On fait notre petit chemin, si je puis dire, loin de tout ça. Mais on pense bien à cette belle famille qu'on a en France. Et ça représentait quoi de témoigner pour toi ce soir? C'était important pour toi de connecter avec toi? Je ne suis pas du genre à parler. Alors moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est derrière les caméras. J'aime pas être trop devant la caméra. Donc parler de moi, c'est pas mon truc. Bon, voilà. Et donc je suis pas très bon à faire le marketing de moi-même. Donc, mais on s'est obligé aujourd'hui, surtout dans le cinéma, de montrer qu'on est, je puis dire, très compétitif et supérieur à beaucoup d'autres. Donc, c'est très bien de pouvoir, si je puis dire, montrer ça à la famille. Et d'ailleurs, je pense que on va finir avec quelques images de trucs que j'ai fait dans le temps. À travers quelques années, je pense que ça remonte il y a plus de 20 ans, il y a pas mal de films là-dedans. Et que ça vous donnera une petite idée à tout le monde de ce que j'ai pu faire. Et là, j'ai une bande d'images que j'ai fait dans le cinéma et une bande aussi pour les pubs. Donc, si tu veux, on peut montrer ça. Je pense que ça m'amusera. On en montre une des deux et après, on fait quelques minutes de questions. J'ai juste une question pour Olivier. On te voit avec Spitzberg, avec un trophée. Qu'est-ce que c'est? Un trophée. Ah, ça, c'est les Oscars. C'est les Oscars. C'était pas mes Oscars à moi, mais c'était les Oscars qu'on avait gagnés pour la boîte avec James Cameron, qui fait les films Avatar et Titanic et tous ces trucs-là. On avait gagné pour Apollo 13 et Benjamin Button avec Brad Pitt. Et donc, je tenais les deux Oscars qui sont d'ailleurs bien lourds. Je ne sais pas si on voit mes poignets sont bien serrés. C'est bien lourd, ces trucs-là. Je ne sais pas si c'est en or massif ou pas. Mais bon, on avait chacun pris des photos devant parce qu'on avait tous un peu travaillé là-dedans. Donc, on se disait c'était un petit morceau de ces Oscars. D'accord. Alors, vas-y, Olivier, si tu veux montrer une vidéo. Donc là, je vais vous montrer. Peut-être le mieux, c'est de faire des vidéos directement. Attends. Ouais. Alors là, j'ai quelques vidéos, c'est peut-être plus simple de faire ces vidéos. Vous voyez les écrans là? Oui, c'est bon. Oui. Donc, ce que je vais faire, c'est un écran plein. Une bande, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, on la voit. Bon, voilà, ce sont des films. Donc, ça, c'est ce que je peux montrer à des clients. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et ça est décrit en dessous des images, donc 2D, 3D, de ce que j'ai fait dans mes films de cinéma. Donc, ça, c'est des trucs plus récents. Ça, c'était le Greyman. Et par exemple, dans ces vidéos, Olivier, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est un effet spécial? Donc, ça, c'est tout ce qui est simulation de fumée, d'explosion, de débris. Donc, là, on montre les simulations 3-dimensionnelles que j'ai faites derrière. La fumée est virtuelle, tout est virtuel. Donc, on rajoute, on augmente la réalité, en fait. Donc, voilà la simulation de fumée 3-dimensionnelle. Donc, ça, c'est tout ce qui est fumée, tout ce qui est étincelle 3-dimensionnelle. Là, je montre en dessous. C'est toi qui fais les étincelles, par exemple, là.
Exact. Ok. Là, les comètes, les trucs en feu, là, c'est une simulation de gouttes d'eau sur un pare-brise. Ça, c'est la neige carbonique, simulation de neige carbonique. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est l'écran dont je parlais, le type avec son costume bleu, c'est celui-là, juste en bas à gauche, il est fait sur écran vert, écran bleu, pardon. Bon, là, c'est Spider-Man, donc c'est beaucoup de films. Et donc là, par exemple, si je reviens là-dessus, vous arrivez à voir là, au fait? Oui. Donc là, je suis avec le metteur en scène et le superviseur des effets spéciaux. Et donc, si on doit, par exemple, faire il y avait une espèce de mur invisible qui protégeait Spider-Man. Et donc, on essaie de définir le look. Hein, et donc, il faut faire des centaines de versions. Donc, voilà toutes les versions que j'ai pu faire. Et donc, on envoie ça au metteur en scène et au studio en disant est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous voulez ça plus vert, moins bleu? Est-ce que c'est encore plus flagrant? On rend vraiment dans les détails d'une précision hallucinante, ce qu'on appelle au niveau pixel. Là, par exemple, ah oui, c'est le personnage. C'est le personnage virtuel. Là, c'est dans une vraie forêt. Donc là, on a créé chaque détail de ce personnage de Marvel. Ouais. Ok. Donc à l'origine, tu as le monsieur avec Voilà, le maquillage qu'il faut, avec voilà, et ensuite tu fais le Donc là, vous voyez l'écran bleu. Oui. Hein, donc ça, c'est ce qui a été filmé et ça, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai enlevé donc tout ce qu'il y a autour de cet acteur qui s'appelle Chris Hemsworth, qui est un Australien. Et donc, alors, il saute sur un tapis et en fait, sur les images, ben voilà, pour le cinéma. Donc ça montre les avant et l'après. Et je pense que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui. On peut tout faire aujourd'hui. Tout dépend du temps et du budget. Okay. Ça, c'est par exemple, là, les collisions de voitures, c'est toi qui les fais se rentrer virtuel. dedans. C'est complètement virtuel, absolument. C'est que de l'effet spécial, ça. Il n'y a pas de vraie voiture. Là, je remonte. Vous voyez la ville, tout ça, la ville avec les petits bateaux et tout ça. Donc ça, c'est la version qu'on voit dans le cinéma. Et la version qu'on donne à nous, et ça. Donc là, c'est des trucs modernes, il n'y a rien. Et quand on a fait la nouvelle version, on les voit. Okay. On recrée les images, on fait des animations, on chante tous les endroits. Là, on rajoute le feu, les étincelles, les bits explosent dans tous les sens. Tout est contrôlé, tout est manipulé, tout est effet spéciaux. Donc l'hélicoptère qui prend feu, le truc, c'est toi. C'est faux. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Okay. Donc, en fait, tu as toujours une base qui est vraie. Là, le pont, par exemple, c'est là. Ouais. Mais donc là, ensuite, cette base-là. Ouais. Donc là, j'ai montré. Cette base-là est très simple. Donc, c'est des trucs qui sont plus chiants. Les acteurs qui sont les cascadeurs sont sur des matelas. Vous voyez le matelas, là? Ouais. Hein, ils sont sur des matelas bien mous pour ne pas se faire mal aux genoux quand ils se battent. Et nous, on est obligé de remplacer ça. Image à droite. On recrée tout ce qu'il y a en dessous. Et on enlève tous les matelas en dessous d'eux. Donc, ça devient plus compliqué. Même chose là. Tout ça, c'est faux. Ils ne tirent pas. On rajoute le feu, les explosions, les étincelles. Le sang. Le sang. Ah, tu rajoutes le sang aussi? On rajoute le sang. C'est du faux sang. Là, on enlève les câbles et on accroche les images d'un point à l'autre. Parce que c'est les points qui sont accrochés. Donc, rien à voir avec l'un et l'autre. Donc, on essaie de les accrocher tout ça, si je puis dire. Là, c'est. Ah oui, d'accord. Et là, tu fais le. Ah oui. OK. Ça, c'est sur King Kong. Donc là, ouais. Nous, on nous donne ça. Hein. Voilà, donc ça, c'est. Donc là, vous voyez l'image en bas à gauche. Oui. Et donc, ça, c'est ce qu'ils ont filmé. On voit sur un écran vert avec le ciel derrière. Donc, ça, c'est un truc qui est presque taille réelle. Les acteurs sont en taille réelle. Et nous, on rajoute King Kong. Ouais. Ah, tu fabriques King Kong, quoi. Tout est fabriqué, tout est faux. Incroyable. OK. Donc là, le feu. Feu. La bestiole. Et le 3D, exactement. Ça, c'est les effets plus 2D.
Là, c'est sur écran vert en temps réel. Donc là, je vais montrer, d'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est du virtuel, la 3D, et on mélange les vrais acteurs avec la 3D. Donc là, on montre sur écran vert à quoi ça ressemble. Et après, je vous montre, donc voilà, une fois qu'on a combiné tout, là, on enlève tout ce qu'il y a derrière et on crée des plateaux, des images finies. Ça, c'est des personnages en 3D, ça, c'est des Transformers. Donc là, il y a tous les petits Transformers, là, ils sont fabriqués par les effets spéciaux. OK. Oui. Alors, celui-là est assez étonnant. J'avais été nominé pour une award pour ce qu'on appelle le Visual Effects Society. J'avais supervisé tout ça et on n'a pas gagné, malheureusement. C'était une catégorie très bizarre. Mais en fait, le metteur en scène est venu nous voir. C'était il y a donc une vingtaine d'années. Il nous a demandé, il avait fait une séquence de poursuite de voiture qui était filmée avec des routes mouillées à peu près, mais c'était pendant la journée, il faisait beau. Et lui, il a dit, écoutez, j'aimerais bien que ça soit pendant, il faut que il pleut, que c'est oragé et tout ça. Et on a dit, écoutez, ça se fait pas. Si vous avez filmé ça avec le soleil et tout ça, il faut enlever tout ce qui est spéculaire, il faut tout recorriger, tous les plateaux, tout est à refaire. Donc là, on a dû faire la simulation de gouttes d'eau sur les pare-brises, on a fait la simulation des essuie-glaces et on a dû tout changer au niveau des couleurs pour donner l'effet de cette séquence que ça a été fait pendant un ouragan quand ça a été filmé avec le soleil. Donc là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est faux. Hein. Voilà, ça ressemblait à ça avec l'origine. On travaille tout. Ah ouais. OK. Tout le cinéma et tout le café. Est-ce que pendant la vidéo, est-ce qu'il y en a certains qui veulent poser des questions, qu'ils en profitent tant qu'en plus il y a de… J'ai pas entendu ta question, mais je suis désolé. Non, je disais à tous les cousins qui veulent poser des questions, allez-y, ou sinon vous les écrivez dans le chat et je les dis à Olivier. Comme vous voulez. Je vais enlever le son de la bande-annonce et je vais laisser courir ça en arrière. Donc, si vous posez des questions, je vous entends. Bah, c'est Franck, là, le monde d'Avatar qui est complètement virtuel, tout est créé en 3D, virtuel. Oui. C'est un travail de malade. C'est un travail de malade. La plupart est en 3D. Alors, il y a les acteurs, comme je vous montrais tout à l'heure avec le type avec la poulpe, sont avec des petits points, ils enregistrent tout ça, et puis après, ils arrivent à retravailler tout ça, et ils créent des mondes virtuels presque entièrement. Ça prend 3-4 ans à faire des films. Et justement, pourquoi le monde du 3D a disparu Parce que j'ai une télé 3D à la maison, mais ça n'existe plus, on ne peut plus acheter de DVD. Tu expliques pourquoi ça? Il n'y avait pas assez de gens, c'est marrant que tu as ça, parce que j'en avais une aussi, j'avais adoré. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas mettre des lunettes. Tiens, ça c'est le même robot que celui-là, là, que je vous avais montré tout à l'heure. Oui, c'est dommage, ils sont passés à d'autres choses, même si c'était très, très amusant à regarder. Ça coûte cher de donner cette dimension supérieure sur des DVD, des Blu-ray et tout ça. Et donc, comme il y avait très peu de gens qui avaient ces écrans télé, c'est chiant avec le bruit, ils ont tout simplement laissé tomber. Ça, c'est plutôt pour le cinéma. D'accord, mais aujourd'hui, vous seriez capable de recréer des DVD 3D parce que vous travaillez en 3D? Alors, oui, on peut le faire. On peut le faire. Le seul truc, c'est qu'il faut prendre des images. C'est en fait de la stéréoscopie. Donc, en fait, il faut que l'œil gauche et l'œil droit, pour donner cette profondeur, il faut qu'ils soient un petit peu différents, un peu comme on voit, nous, nos yeux en tant qu'humains. Donc, il faut prendre les images et les retravailler. Donc, il faut retravailler tout le film. Donc, il y a des équipes qui font ça. Il y a des boîtes qui font que ça, qui dimensionnalisent, si je puis dire, le film. Ça coûte cher et malheureusement, il n'y a pas trop de spectateurs pour ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, peut-être des avatars, évidemment, l'Avatar 3 qui va sortir cette année ou l'année prochaine. Il y aura certainement ça parce que ça vaut le coup. Ils vous donnent les lunettes en salle. Et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est plonge dans ce monde-là. Mais ce n'est pas pratique et je pense que ce n'est pas facile de faire de l'argent avec ça. Ok, merci. Moi, j'ai une question, Olivier. Je suis Catherine, la mère de Flavie. Oui. Ce qui m'étonne, c'est l'acteur dans tout ça. Comment l'acteur arrive à manifester des émotions dans un univers qu'il ne voit pas, qu'il ne sent pas, qu'il ne… Oui, bonne question.
En fait, c'est une très bonne question. Sur les écrans verts, en fait, les acteurs ont beaucoup du mal. Ils essaient de mettre des balles pour que les yeux soient dans le bon axe, regardent au bon endroit. Ils ont les petits bonhommes qui se promènent avec des costumes en verre pour justement essayer d'avoir les yeux dans le bon axe, qui regardent là où va être le personnage virtuel. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à faire leur jeu d'acteur, comme avec des trucs bizarres qui regardent des 2 balles de tennis ou des balles de ping-pong. C'est pas génial. Quand on parle à un dragon et on dit oui, vous allez parler à un dragon, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut vraiment qu'ils fassent leur jeu d'acteur sérieusement. Ouais. Imaginaire en tout cas. Et il y avait une question aussi, d'ailleurs, que j'avais aussi en tête. C'était quel est l'effet spécial incroyable, quel effet spécial incroyable et non encore réalisé aimerais-tu créer? Pour l'instant, Ouais. J'aimerais si tu avais carte blanche. Ah oui, tiens, il y a Harry Potter, tu parles d'Harry Potter tout à l'heure. Je suis en train de travailler sur un dessin animé qui est virtuel, qui est en temps réel, qui s'appelle Atom, que j'ai écrit. C'est un petit dessin animé raccourci, qui est je dirais de 10 minutes, qu'on est en train d'essayer de produire avec ce qu'on appelle des productions virtuelles. Donc, quand on a un acteur dans un costume avec des sensors, on arrive à capturer leur performance, leur mouvement. Et donc, ce mouvement-là est traduit en temps réel à un personnage virtuel. Et donc, on arrive à animer des dessins animés comme ça. Je peux montrer d'ailleurs des images là-dessus, mais c'est vraiment, je suis au début, donc je suis en train de vraiment produire ce truc-là. Et tout ce qui est animation, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais par exemple, Olivier, là, tu avais un monstre qui attrapait la veste d'un acteur. La veste, elle est faite grâce aux effets spéciaux et évidemment le monstre aussi. Il n'y a rien dans le jeu d'acteur qui… Enfin, ouais, les acteurs, on leur donne beaucoup de succès et beaucoup d'argent et des gros salaires et tout ça, mais ce sont des tout petits pions dans un produit comme un film. D'ailleurs, Hitchcock les traitait comme de la merde. Parce qu'en fait, ils arrivent là, tiens, voilà votre ligne de dialogue, et puis c'est tout. Ils sont vraiment, vraiment rien dans un vrai projet de film. Tout ce qui se passe derrière est assez énorme pour faire un film. C'est-à-dire que chaque film est en fait une entreprise assez dingue qui prend quelquefois 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout dépend de la complexité d'un film. Un film comme Avatar, par exemple, je dirais, avec les technologies et tout ça, ça prend 3, 4 ans. Donc, oui, on a donné, si je puis dire, beaucoup de… Je vais montrer, si ça vous intéresse, je vais vous montrer ce que je fais, dessin animé. Et il y a Elodie qui demande si tu travailles sur plusieurs films en même temps, plusieurs projets, ou tu fais un à la fois. Ça peut arriver, mais en général, là, je suis en train de faire ce dessin animé, là. Donc ça, c'est… Je sais pas pourquoi il ne laisse pas aller dans le truc, là. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez, là? Non. Oui, on voit un bout de dessin animé. Voilà. Donc ça, c'est un dessin animé. Donc je disais, tu posais la question. Ça, c'est un dessin animé que je suis en train de créer. Ça se passe sur c'est une espèce de petit, comment dit-on, un dispenser de cash standard qui devient conscient et qui commence à donner du cash aux pauvres, un peu comme un Robin des Bois. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, tout ce que vous voyez sur ces images, c'est du virtuel. Utilise les technologies de Unreal. Et donc là, tout ce que vous voyez, c'est moi qui ai tout construit. Donc, je peux changer le temps, la lumière, le mouvement et donc, promener les personnages là-dedans. C'est vraiment un bric-à-brac, si je puis dire, de plein d'animations. Là, ce sont des tests de ce petit personnage de dessin. Et donc là, il n'y a pas eu d'acteur. Il n'y a pas d'acteur là. Alors, les acteurs, je vais vous montrer. Donc, pour ce même projet, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est fait comme ça. Donc, ça, je suis dans un studio avec des amis en train de capturer les acteurs. Alors, donc, ça c'est des sessions donc, de ce qu'on appelle du motion capture, mocap.
Donc, ce copain qui est un réalisateur, metteur en scène un peu comme moi, et donc il a son studio. Et là, vous voyez dans tous les mouvements qu'il a, on voit son squelette. L'ordinateur reconnaît son squelette avec les senseurs. Et donc ça, on arrive dans un petit studio à donc bouger et à capturer cette information en temps réel. Et donc ça se traduit à un personnage donc pour les dessins animés, ou que ce soit pour les jeux vidéo ou pour le cinéma. Et donc chaque doigt, chaque mouvement est capturé en temps réel. Il y a beaucoup de caméras qui filment en même temps. Donc voilà le personnage d'une vieille dame qui se promène dans la rue, qui a froid et qui va avoir. Voilà. Ouais, c'est Et donc, tu as les ordinateurs le plus puissants du monde dans ton bureau? J'ai un ordinateur très puissant qui m'a coûté bonbon. Mais les technologies changent tout le temps. Là, il y a Nvidia qui vient d'annoncer une nouvelle carte graphique. Je vais devoir prendre acheter. Donc, il faut rester vraiment dans l'audiovisuel. Il faut vraiment pousser les technologies. Ça, c'est rien que les technologies qu'on voit, c'est plus de 100 000 euros. Mon ordinateur vaut probablement 30 000 à 40 000 euros. Et les logiciels que j'utilise, je dirais entre 15 000 et 30 000 euros. Donc, voilà le personnage en temps réel qui se promène dans la rue, dans ce que je viens de vous montrer, en temps réel. Et donc, voilà ce qu'on appelle ça, c'est ce qu'on appelle les productions virtuelles, avec des caméras virtuelles. On se promène et on voit ce que voit la caméra et ça contrôle complètement les mouvements et tout ça. Et là, typiquement, dans un film d'animation comme ça, c'est toi qui dessines. Où est-ce que tu trouves toutes ces images, en fait J'ai tout créé pièce par pièce, texture par texture, tous les éclairages, les effets spéciaux, les fontaines, la pluie, la neige. Il faut tout tester, il faut tout créer, tous les habits, tout est contrôlé avec la plus grande précision. À ce niveau-là, il y a des problèmes parce que là, on n'a pas encore visiblement fait ce qu'il faut au niveau des vêtements de ce personnage. Mais c'est comme ça qu'on travaille et qu'on améliore. Là, c'est une actrice qui est là, qui est venue pour capturer son mouvement, qui joue la vieille dame. Et donc, voilà, donc on a, si je puis dire, enregistré sa performance sur ces mouvements de son corps. Alors ça, c'est les mouvements qui est de la même technologie qu'Avatar. C'est les mouvements donc, pour le corps, mais il y a aussi, on peut capturer donc, les performances faciales que vous voyez sur les acteurs. C'est-à-dire qu'on peut faire la capture de tout, non seulement le corps, mais la capture faciale. Et c'est à ce moment-là qu'avec ce data-là, on arrive à créer des images virtuelles d'un personnage. Ça peut être un fantasmagorique, un monstre, un zombie, un type avec une tête de poulpe. On peut faire, il n'y a pas de limite, ça va à l'infini. Ça va à l'infini. Ouais. Est-ce que tu travailles tout seul pour la plupart du temps ou tu as des collaborateurs? Le dessin animé que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est moi qui ai créé beaucoup ça, mais c'est souvent un travail d'équipe. Tout ce qui est animation aujourd'hui, il faut d'ailleurs que je me pose des questions là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à faire. C'est presque trop de travail, c'est presque ingérable. L'animation, ça prend 2-3 ans à faire un film. Ça coûte Pixar, Disney, ils claquent entre 100 et 200 millions de dollars pour un dessin animé. Et faire ça tout seul, c'est presque une mission impossible. Là, je vais vous montrer. Juliette, tu voulais poser une question? Ouais, je vais montrer des pubs aussi. Ouais, tu m'entends? Oui, je vous entends. Je voulais savoir si tu participais d'une manière ou d'une autre au festival du film d'animation d'Annecy. Alors, c'est une bonne question. C'est si on arrive à faire là, je vous montre les pubs. Là. Ça, c'est des trucs, dont des effets spéciaux que j'ai fait pour les pubs, qui n'ont rien à voir vraiment avec le cinéma. C'est vraiment d'autres trucs. C'est vraiment des captures de pubs rapides, des images, des jeux d'images, les unes après les autres. Le festival d'Annecy, ce serait génial. Une bonne raison de venir voir des membres de la famille, dont mon cousin Bruno, je crois qu'il est là. Il faudrait d'abord qu'on finisse ce film, qu'on fasse rentrer dans les festivals et tout ça, donc il y a de quoi faire. Je suis encore au tout début, il faut que je lève un peu d'argent pour ça. Et ça prend du temps. Bon, en plus, il faut essayer de jumeler ça avec des projets, gagner sa vie et tout ça. Donc, ça prend énormément de temps. Et donc, avec un peu de temps, d'ici 2-3 ans, peut-être ce projet va se finir et se réaliser, et peut-être que je serai au festival d'Annecy. Top, on t'attend à Annecy alors. Et Olivier, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour les 10 prochaines années dans ton métier? C'est une bonne question, tiens. Je suis en train de me poser la question, madame. L'industrie change tellement qu'il y a de moins en moins de projets, de boulot. Ils envoient tout en Chine ou en Inde.
Donc aujourd'hui, c'est vraiment, je ne veux pas dire qu'on mange des miettes, mais presque, l'industrie est en crise. Donc moi, je pensais encore, je disais, bon, j'arrive, j'ai 55 ans aujourd'hui, je me disais, bon, j'ai encore 5 ans devant moi, je prends ma retraite, avec un peu de chance. Après, ça serait bien de prendre la retraite à 60 ans. Mais aujourd'hui, je me pose des questions parce que, bon, les pubs et tout ça, c'est de plus en plus compliqué de trouver ces gens de projet. J'ai fait beaucoup de pubs de voitures à l'époque, avant que vous voyez. Et aujourd'hui, donc, j'ai beaucoup de copains qui sont au chômage, beaucoup de gens dans l'industrie qui sont au chômage. C'est une vraie crise. Donc, on ne sait même pas si on a un boulot pour les dernières années de notre carrière, nous, les vieux. Et donc, c'était un peu anxiogène, tout ça. Et donc, on espère qu'il y aura quelque chose. Mais je pense que ça va revenir, le cinéma va revenir. Ça a été très touché pendant la pandémie parce que les gens sont restés chez eux. Donc, le cinéma, quand les gens vont au cinéma en communauté, si je puis dire, le cinéma a pris un gros coup. Et comme les gens se sont habitués aux streamers, les Netflix et tous ces trucs-là, les Disney+, ils ne sont plus revenus au cinéma. Ce qui fait que le cinéma a perdu non seulement les sorties de cinéma de box-office, mais ils ont perdu aussi les gains qu'ils avaient par les DVD, les Blu-ray. Les gens achetaient les médias physiques qui n'achetaient plus. Parce que maintenant, il y a les streamers. Donc, ce qui fait qu'on est vraiment en crise dans le cinéma mondial, pas qu'hollywoodien. Donc, il y a une vraie remise en question de ça. Et donc, on est sur je dirais, on est un peu déstabilisé tous dans l'industrie, pas que moi, tout le monde. Donc, et je dirais que c'est pas que notre industrie, je dirais que toutes les industries mondiales aujourd'hui se posent des questions. Est-ce qu'on a un boulot demain? Et l'animation, en tout cas, ça fait partie de tes projets dans les années qui viennent. J'ai l'impression que que ça te passionne et que ça te plaît beaucoup. Alors tout ça, ça reste très passionnant. Moi, j'aime bien le côté créatif. Le côté technique est moins amusant. Là, c'est sur un plateau. Tu m'avais posé la question tout à l'heure. J'avais travaillé avec un type qui était sympa. Donc là, on voit les séquences qui sont faites en studio et on change tout. Tout ça, c'est du virtuel, on s'amuse. Voilà ce qui est sur le plateau et voilà ce qu'on recrée. Bon, ça, c'est un peu du Photoshop, ça, c'était des trucs que j'ai fait il y a longtemps. On parle sur le plateau, voilà, on crée au niveau des images. Donc, tout ça, c'est du trompe. Mais oui, donc, pour ça bien te répondre, tout ça, on ne sait pas trop où va l'industrie. De toute façon, je pense que tout le monde a besoin du cinéma, si je puis dire, pour un peu d'échappatoire dans nos vies un peu anxiogènes et qui vont trop vite. Et donc, je pense qu'on est tous un peu des fans de ça, que ce soit devant l'écran télé ou au cinéma. Donc, à voir ce que les gens vont voir faire. Donc, tout va dépendre. Mais je pense que ça va avoir une nouvelle renaissance. Il faut surtout un renouvellement de technologie, changement, je dirais, de façon de faire. Les processus changent, la technologie change, il y a beaucoup d'innovation. Donc, aujourd'hui, par exemple, le petit dessin animé que je vous ai montré là, je sais ce que je vous montre ici là. Par exemple, je crois que ça c'est ouais. Ça c'est quand je vous dis que je peux faire ça en temps réel. Le petit dessin animé que je vous ai montré. Donc ça j'ai créé donc cet environnement virtuel de ce petit village un peu romain, un peu européen, mais on ne sait pas trop où c'est. Donc là, je me promène en temps réel comme un jeu vidéo dans ce petit monde où j'ai mis chaque bicyclette, j'ai mis chaque éclairage et donc je contrôle tout. Et ça m'excite beaucoup. C'est-à-dire que tout ça, c'est vraiment un monde que j'adore. C'est un monde de dessin animé pour moi, un monde où je suis vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est moi qui définis l'heure du jour, les étoiles, les éclairages, si je mets un petit bonhomme là ou une voiture là, ou si je mets un lampadaire ici, et je définis tous les éclairages. Et ça m'excite parce que ça revient vraiment à la base de l'image, aux bases de cet art, qui est l'animation, qui est l'image virtuelle, qui est les effets spéciaux. Tu aimerais travailler pour Pixar ou est-ce que tu as déjà travaillé pour Pixar ou pas? À travailler pour Pixar. Je ne suis pas un expert en animation. J'ai fait beaucoup de 3D, donc ça, c'est ce qu'on voit. Ce que vous voyez là, c'est en temps réel. Et donc, je me promène dans ce monde. Mais eux, ils changent beaucoup aussi les technologies. Ils sont en train de changer pas mal de choses. Ça serait sympa, mais je ne pense pas que j'ai les atouts, si je puis dire, pour rentrer dans une boîte comme ça. Ce n'est pas du tout mon expertise.
Même si je fais de l'animation, des mondes virtuels. J'ai mis une 2 chevaux là, pour un petit clin d'œil aux Français. Voilà. Donc ça, et donc quand vous voyez pendant les pizzas là-dessus, si je vais zoomer sur les pizzas, vous verrez que les détails sont là, les menus sont là. Donc je peux mettre une caméra virtuelle à tout endroit, que ce soit en bas, regarder en haut, changer les couleurs, changer le temps, mettre. Donc voilà, je peux regarder. Donc c'est quand on a créé cette espèce de monde virtuel, on peut mettre ces caméras virtuelles n'importe où et faire un dessin animé avec ça. Donc là, pardon, on voit un oiseau passer, tout simplement parce que j'ai dit à l'ordinateur qu'il y a des corbeaux qui se promènent dans le ciel. Donc c'est complètement imprévu. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui a ce logiciel qui dit bah, tu te promènes. Donc là, voilà, je fais tourner les voitures si je veux, et je peux donc me projeter n'importe où et choisir en tant que metteur en scène l'image que je veux et ce que je veux montrer à l'audience. Comment raconter. Combien de temps tu as mis pour créer ce monde virtuel? Ça m'a pris 2-3 mois, et ce qui est très rapide. Passionnant. Voilà. Ouais. Là, c'est vraiment la technique, c'est vraiment la dernière technologie, parce que là, on parle de 60 images par seconde en 3D, et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle tout ce qui est animation en temps réel, donc les projets comme Unreal. Donc, c'est vraiment les mêmes technologies que les jeux vidéo, mais maintenant, on peut utiliser ces technologies de jeux vidéo qui sont maintenant presque au niveau de la qualité du cinéma ou des dessins animés. Donc, c'est vraiment ce que vous voyez là, et vraiment, vous voyez, je peux mettre un menu, par exemple, sur un mur, me promener dans n'importe quel sens, et regarder dans. Olivier, moi je t'entends plus. Ah, non, peut-être que je suis la seule, que c'est moi qui ai un problème de réseau. Et nous, ça va. Voilà, donc voilà en fait ce monde virtuel que je vous présente, et j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Très impressionnant. Merci. Arnaud, salut Olivier. Est-ce que le monde politique et médiatique utilise ces techniques d'illusion? Je ne sais pas si tu m'entends. Absolument. Il ne faut plus croire aux images que vous voyez, tout est faux. Tout est faux. La politique aujourd'hui, on peut mettre des photos de n'importe quoi. Trump, Musk, tous les hommes politiques, il ne faut pas croire ce qu'on voit. Et malheureusement, c'est devenu très, très dur aujourd'hui de savoir ce qui est vrai et pas vrai. Et c'est très dommage tout ça. Mais bon, maintenant, il faut utiliser la IA pour essayer de comprendre si ce sont des images IA. Et ça peut tomber dans les mains de gens qui veulent des plans un peu insidieux. Nos hommes politiques et tous ces gens qui nous gouvernent, cette espèce d'élite où on ne fait pas trop confiance et il ne faut surtout pas. Il faut pas être naïf, voilà. Il faut pas être naïf. Mais tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout est artificiel, ou tout peut être artificiel. C'est-à-dire que même des photos qui ont l'air d'être réelles, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais si je peux conclure de façon assez simple, c'est que avant ta retraite, tu seras Dieu, si je comprends bien. Dans mon petit monde virtuel, qui est un tout petit plaza, pour ce dessin animé, je suis Dieu. Ouais. Ça reste très, tout ça tout petit et très artificiel. Mais bon, c'est amusant de jouer Dieu quelques minutes dans un ordinateur, c'est sûr. J'ai une petite question concernant ce qu'on vient de voir, là, le petit monde que tu as créé. Quel est le niveau de détail? Parce que là, tu nous as fait carrément rentrer dans un restaurant, on voit les cartes, on voit tout. Est-ce que chaque porte, si on l'ouvre, il y a quelque chose derrière ou c'est quand même une façade et qu'il n'y a que certains magasins qui sont créés, etc. C'est du carton-pâte, hein. C'est du carton-pâte virtuel, en fait. C'est-à-dire que oui, derrière ça, il n'y a rien. En fait, comme c'est du rendu, l'ordinateur doit. Donc, tout ce qui est pixel, il doit surtout des carton-pâte derrière. En anglais, c'est du rendering, c'est ça? Oui, on appelle le rendering. Okay. Ouais. C'est du rendering. Et donc, pour optimiser les cartes graphiques et l'ordinateur et les performances d'ordinateur pour faire ce genre de choses, il faut, d'ailleurs, il y a un moment où je plonge en dessous du sol, on voit qu'il y a un espèce de truc bizarre. Et ça, c'est parce que je me suis promené avec la caméra, j'ai enregistré ce que voyait l'ordinateur. Et donc, il y a vraiment, c'est du carton-pâte, c'est vraiment la même chose que le cinéma. On fait croire que ce sont des villes de New York ou Paris, et en fait, c'est 3 murs. Que ce soit un restaurant qui a été fait dans le studio. C'est la même chose, mais en virtuel. C'était un temps d'échange et puis qu'Olivier puisse nous montrer un petit peu ce qu'il a fait. Je trouvais que c'était très parlant de pouvoir avoir ces vidéos. Voilà. Donc, une petite question. Oui, bonjour.
Salut Olive. L'industrie du cinéma français avec les effets spéciaux, il y a un avenir? Il y a des gens qui savent faire ou il n'y a vraiment aucune place pour toi? C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura toujours besoin des effets spéciaux parce que le cinéma aura toujours besoin de ça. Le truc, c'est que ça revient à la IA et les gros changements de l'industrie, que ce soit toutes les industries, comme je disais tout à l'heure. Donc, en fait, tout ça, c'est pas encore vraiment défini. Parce que maintenant, on nous vend les idées que ces moteurs, en fait, arrivent à créer des images à partir de rien. Et ce qui est assez dingue et invraisemblable, c'est qu'en fait, des images qui pourraient prendre des mois, voire des années à des effets spéciaux, à des artistes d'effets spéciaux, l'ordinateur le fait. C'est-à-dire qu'on lui dit, tiens, on veut un petit cochon qui se promène dans le ciel avec des ailes et il crache du feu. Et ça, l'ordinateur le fait en quelques secondes et c'est presque du réel. C'est comme si on avait pris une caméra vidéo, qu'on a enregistré la chose réelle. Et donc ça pose des vrais problèmes. Alors le gros problème de la IA aujourd'hui, Bruno, c'est que pour les effets spéciaux, c'est que la IA n'a pas de consistance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se parlait des metteurs en scène, quand le metteur en scène, je lui donne par exemple 30 versions, ça c'est peut-être un truc que j'ai pas expliqué aussi, c'est que quand on raffine les images et qu'on les présente au studio et aux metteurs en scène et les producteurs de cinéma, c'est qu'il y a une version 1 qui est vraiment brute de brute, et ça peut aller jusqu'à la version 50. Par exemple, sur Titanic, on avait travaillé sur Titanic, moi j'ai des amis qui avaient fait des versions de Titanic où on voit le Titanic couler, il y a 100 personnes en train de nager, en train de sombrer et de se noyer. Je crois qu'il y avait des versions de ça qui étaient à 150. C'est-à-dire qu'il y a 150 versions avant que le metteur en scène James Cameron ait dit c'est. C'est-à-dire qu'on refait la même chose et puis ils sont en train de zoomer dans un morceau du plan. Ah, celui-là, ça marche pas, il bouge trop vite. Ah non, je le veux là. Et donc, en fait, c'est le monde du cinéma des effets spéciaux est en fait une industrie qui ne fait pas d'argent. C'est-à-dire que c'est une industrie qui… Les studios ont essayé de créer leurs propres studios, quand je dis les studios, les grands studios au cinéma, les Warner, les Paramount, les Disney, tout ça. Ils ont souvent essayé de créer des boîtes d'effets spéciaux et ils perdent de l'argent parce qu'en fait, ils veulent tellement de versions qui impliquent tellement d'artistes que les budgets gonflent, comme disait tout à l'heure Ombline, des budgets de 150, même voire 200 millions de dollars pour des effets spéciaux. C'est fou. Ce qui fait que, oui, donc ça devient complètement dingue. Et c'est surtout, je veux dire par ça, qu'il y a beaucoup de gâchis. C'est-à-dire que sur la version 100, la version 25, l'audience aurait été ravie. Le trompe-l'œil aurait été là, il aurait été parfait. Ça se passe devant l'audience en 2 secondes. Mais le metteur en scène va aller jusqu'au petit point, travailler ça parce qu'il n'est pas content et il pense que ça va changer son film quand on parle de quelques pixels. C'est fou. Ça répond à ta question, Bruno? Yes. Ouais. Il voulait savoir si tu allais dîner chez lui un soir quand tu bosseras. Cameron, ah oui. Non, les metteurs en scène, c'est vraiment des bêtes à part. Hein. C'est souvent des gros coups de gueule. Moi, j'avais travaillé sur Titanic pendant 1 mois ou 2. J'étais un peu paniqué parce qu'il avait une réputation d'engueuler les gens pendant qu'il avait fait le film L'Abysse, qui était sous l'eau, qui était un film très, très bien fait. Il refusait que les gens aillent faire pipi. Quand il était sur un plateau, il était vraiment… Ce sont des dictateurs, quelque part. Hein. Il faut que ça bouge vite. Ça coûte très cher au studio par jour. Donc, c'est souvent des gens qui engueulent. Et donc, moi, j'ai eu pas mal de chance avec les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé parce que je suis en poste. Mais ça peut être assez anxiogène, un peu, surtout stressant, si on travaille directement avec le metteur en scène parce qu'on est là pour aider sa vision du film et d'arriver à faire ces images. C'est la question que je me posais. Le décor de la vie, c'est un vrai ou un Et tu vois, typiquement, Olivier, je pense à Titanic, le moment du navire qui coule. Donc, j'avais vu qu'il y avait des photos en studio où tu vois le navire clairement comme ça, ou en tout cas une maquette, quoi. Un truc qui est complètement bancal. Là, ça a été fait comme ça parce que c'était pas forcément possible de faire des effets spéciaux, parce que j'imagine que tu peux le créer, ça, le navire comme ça, dans l'eau, qui coule, les lumières qui s'éteignent, etc. Pourquoi est-ce qu'il avait été décidé de faire une partie malgré tout réelle en studio? Une Titanic, les séquences dont tu parles, c'est du vrai et du faux. En fait, ils avaient recréé un Titanic de taille presque réelle sur un plateau qui était dehors. Ils avaient reconstruit, je dirais, un truc de 100 mètres de long. Hein.
Et ils ont fait des séquences en studio où ils ont construit la proue, je ne sais plus comment ils appellent ça, l'arrière du bateau. Ils avaient mis des acteurs qui glissaient avec des câbles. Et les câbles, il faut les enlever. Hein, c'est des cascadeurs. Et tout ça, on mélange avec les images virtuelles, les maquettes virtuelles. Tout ça. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un mélange. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, le compositing, les effets spéciaux, c'est vraiment un peu comme la cuisine. C'est-à-dire que vous faites une recette, vous mettez quelques ingrédients, et on arrive à un produit final qu'on espère qu'il a du bon goût. Et c'est un peu ça, le cinéma. C'est vraiment des couleurs, des images, des mélanges d'images de technologies différentes, que ce soit du réel qui a été fait sur plateau, ou alors des maquettes trois-dimensionnelles qui ont été faites par des artistes d'effets spéciaux. Et ça coûte plus cher d'avoir le Titanic en partie en maquette, créé quasi pour de vrai en studio, ou de recréer ce naufrage en effets spéciaux. Qu'est-ce qui est le plus cher? De partir du vrai et d'enlever les câbles et de rajouter de la fumée, des lumières qui s'éteignent, etc., des gens qui nagent autour, etc., ou finalement ça n'aurait pas été moins cher de le créer toute pièce en effets spéciaux? Alors, ça, c'est une bonne question. Encore une fois, ça dépend de chaque projet. Ouais. Bon, recréer un bateau qui coule, pas facile, cher, certainement. Mais il vaut mieux faire ça en virtuel. Hein. D'abord, il y a déjà tout ce qui est sécurité pour les acteurs. Donc, créer un bateau qui coule avec un vrai environnement d'eau, c'est compliqué, très compliqué. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que quelquefois, il y a des cascadeurs qui se font très très mal, qui se tuent. Par exemple, je ne sais plus, il y avait un film il y a quelques années où ils avaient un hélicoptère qui passait et il s'est écrasé. Il a tué une ou deux personnes sur un bateau. Donc, ça arrive vraiment que les gens se font mal. Donc, aujourd'hui, on essaie de faire ça, je dirais, le plus souvent possible en virtuel. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui n'aiment pas ça. Et Christopher Nolan, par exemple, qui aime beaucoup que ces images soient le plus réelles possible. Donc, il y a un peu à Hollywood ce qu'on appelle anti-CGI. CGI, c'est la Computer Generated Imagery. Et donc, il y a un peu, ils sont tous en fait des sales hypocrites parce qu'en fait, tous leurs films dépendent de ça. Mais ils sont là à dire à la presse et aux médias que c'est complètement du réel, c'est fait en caméra et tout ça. Et donc, c'est complètement faux. Ils mentent. Et parce que c'est plus cool de dire qu'on a fait ça en studio et que tout est réel, quand en fait, leurs films sont complètement travaillés à tous les niveaux par des artistes en effets spéciaux, avec des maquettes trois-dimensionnelles, avec du compositing, avec tout ça. Okay. Et il y a Maxime, je crois, qui a apparemment levé la main pour poser une question. On n'entend pas? Maxime? Non. Maxime. Désolé, j'ai fait une fausse manip. Comptes-tu venir en France un de ces quatre ou pas? J'espère peut-être cet été. Ça fait depuis un an ou deux. Ma mère maintenant habite avec ma sœur au Nevada. Salut Caroline, salut maman. Donc, elle habitait avant Sanary-sur-Mer, donc on avait vraiment une raison d'y aller. Il y a ma sœur Armelle qui est en Suisse, donc en fait, il n'y a plus personne de notre famille directe qui est en France. Par contre, bon, j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup d'amis là-bas, donc j'aimerais bien passer peut-être cet été par Paris. Je dois aller à un mariage d'un copain dans le sud de la France, donc avec un peu de chance, je passerai en France. Ouais. Ça fait longtemps, je crois qu'on s'est rencontré, Maxime, je pense, il y a quelques années, peut-être aux Alériades ou je ne sais plus trop, ou Giromouniade. Mais je sais que c'est une grande famille, donc en espérant vous voir tous un de ces jours. Moi, je t'ai vu petit à Los Angeles. C'est vrai? Ouais. Enfin, petit, tu devais avoir 14 ans. Oui, c'est certainement petit que moi aujourd'hui, c'est sûr. Ouais. Vous avez d'autres questions? Je ne sais pas. Vous avez bien compris la présentation? Vous avez d'autres questions au niveau de la technique? Oui. Tu nous organises les Alériades à Hollywood et on vient. Ça, c'est un petit pari, ça serait bien. Ouais. Mais alors en hiver, alors. Hein. Oui, il vaut mieux avec les feux. Ouais. Il ne faut peut-être pas avec les feux. Non, mais c'est assez courant, en fait. On a souvent des problèmes de feu ici. On a des problèmes de tremblement de terre. Alors, ce qui est délirant aux États-Unis, par Los Angeles, c'est qu'on a des problèmes de tremblement de terre. Donc, ils construisent avec du carton-pâte et du bois. Donc, tout crame. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est ou les tremblements de terre ou le feu. Pareil en Californie du Nord. Pareil en Californie du Nord. Oui, j'ai eu les feux, le tremblement de terre, tout là-bas. Absolument. Donc, on ne peut pas construire comme en Europe avec des briques, avec des jolies mentions, des très jolies propriétés qui sont costauds et qui durent des centenaires.
Et ici, ils sont obligés de faire un carton-pâte et le carton-pâte, ça crame. Donc, ou ça s'écroule avec le tremblement de terre ou ça crame. Il y a Alexis qui a levé la main. Est-ce que Alexis avait une question à poser? Ah bah je l'avais posé, c'était Hollywood, C'est bon? mais C'est j'en ai toi, une autre. ok. Mais T'en as j'en une ai autre? toujours une. C'était Los Avec plaisir, Angeles. avec plaisir, Los une aérienne. Angeles qui brûlait, c'était pas un effet spécial, c'était vrai. Malheureusement, et je dirais que les images sont plutôt belles, hein, mais on a vraiment l'impression d'être en enfer quand on voit ces images. Et ça, je dois dire que pour que les artistes d'effets spéciaux arrivent à faire l'équivalent, il faut se lever tôt. Hein. Ce sont des belles images, mais absolument effrayantes. J'ai perdu pas mal d'amis. J'ai perdu. Ils ont perdu leur maison. Et c'est très triste tout ça. Mais bon, il y a eu très peu de morts. On a eu de la chance. Très peu de morts. C'est pas drôle du tout. Hein. Non, non. C'est pas drôle du tout. De redémarrer sa vie, ouais, ça va pas être très amusant. Moi, j'ai eu de la chance. On a encore notre chez nous. Mais c'était pas loin, hein, vraiment pas loin. Mais t'étais pas loin, ouais. T'étais pas loin sur les photos. C'était impressionnant. Hein. Ouais. Non, on est vraiment proche. J'ai des photos, je les ai sur mon téléphone, donc je peux pas vous montrer, mais c'est vrai que c'était très proche et on a eu un petit peu chaud, quoi. Un petit peu chaud. Bah oui. Ouais. Très impressionnant. Et en plus, je crois que j'ai ouï dire, mais que les assurances, elles vont pas pouvoir indemniser autant que ça fait pas partie des cas de force majeure, en fait, les incendies aux US. Mais je sais pas, c'est un autre sujet, vaste sujet, j'imagine. Oui, c'est un autre sujet. Et c'est un peu n'importe quoi. J'ai un copain qui a perdu sa maison dans les Palissades, qui avait une très belle maison avec une vue sur l'océan Pacifique. Et alors, je l'ai appelé pour savoir comment il allait avec sa femme. Ils n'ont pas d'enfants. Et il m'a dit, écoute, je suis à l'hôtel. J'ai dit, bon, c'est bien. Oui, nous, ça va. On avait une assurance. Et il m'a dit c'est encore dans les abus, on sait n'importe quoi. Il m'a dit qu'il avait un budget de 900 000 € pour 2 ans pour les hôtels et la bouffe. Merci les assurances. Donc, il est dans l'hôtel le plus cher de Los Angeles, presque à 1 500 € par nuit ou un truc comme ça. Et bon, voilà, jusqu'à ce qu'il reconstruise sa maison. Donc, ça va pour lui. Donc, ça dépend. C'était les quartiers. Bon, bah, ça va. C'est rassurant. C'était des quartiers très riches qu'on cramait. Hein. La maison moyenne, c'est tout dingue, mais les maisons moyennes des palissades qu'on cramait, c'était 3,5 millions. Maison moyenne. Moi, j'avais des amis qui avaient des maisons de 10 plus millions de dollars qui étaient là-bas. Et elles ont cramé. Donc, pour une fois, c'est les riches qui ont été touchés, non pas les pauvres. Et qui ont perdu leur maison. Mais les maisons de palissades étaient de très belles maisons. Moi, j'ai encore une question. Oui. J'ai raté le début de ta présentation. Je suis désolée, mais quel est le premier film de l'histoire du cinéma qui a utilisé toutes ces techniques virtuelles? Ah, bonne question. Alors, on parle de maquette 3-dimensionnelle, ça serait, je dirais, ça remonte. Hein. Ils ont commencé un peu à tapoter là-dedans. Je dirais que ce serait le James Cameron, The Abyss, l'Abysse. L'abysse. Il y a une espèce c'est avec des extraterrestres, ça se passe sous l'eau, et ces extraterrestres arrivent à dominer l'eau, et donc il y a à un moment une tentacule qui se promène dans un sous-marin ou je sais pas quoi, et qui prend le visage de l'acteur à un moment qui lui parle. Et ça, c'était la première, c'était avant Jurassic Park. C'était fait en 87, comme ça remonte à la fin des années 80. C'était vraiment les premières maquettes 3-dimensionnelles qui utilisent les mêmes systèmes d'aujourd'hui qu'on utilise pour ce qui est 3 dimensions au niveau des graphismes. E.T. n'était pas du tout comme ça. Rien. Alors, E.T. c'était donc analogique, façon traditionnelle de faire. Ouais. Donc, écran vert, hein, les jeunes acteurs sur leur bicyclette, sur un écran bleu, on bouge la caméra, on envoie un ventilateur pour leur donner l'effet de vent, et puis après, il y a tout un truc où il faut essayer de séparer l'écran bleu des acteurs, et tout ça avec le fond, et tout ça se faisait analogiquement, avec ce qu'on appelle des imprimantes de films, où ils mettaient, si je puis dire, des couches de films qu'ils exposaient en même temps. Donc, toute une autre technique non numérisée, beaucoup plus compliquée quelque part, mais qui ont fait des films extraordinaires qu'on a tous en tête. D'accord. En tout cas, Abyss, c'est un film à voir. Hein. Je l'ai vu une dizaine de fois et je m'en lasse pas. C'est bien fait, c'est vraiment. Et moi, j'avais été étonné par ça aussi. J'ai rencontré une ou deux fois
James Cameron, j'ai travaillé sur Titanic avec lui. Et j'avais travaillé sur un film avec Schwarzenegger, je crois que ça s'appelait True Lies. C'est un film un peu James Bond avec Schwarzenegger. Ah oui. Et donc, je l'avais interpellé là-dessus, pourquoi il utilise certaines techniques. Et c'est un type qui est vraiment brillant. C'est un génie. C'est un génie absolu. De toute façon, alors, il n'y a qu'à voir les avatars. Ça pète. Hein. Quand on va au cinéma, là, vous êtes sûr d'avoir un bon temps. Immersion totale. Ouais. Oui. Non, c'est sûr. Bon, bah écoute, C'est sûr. on va conclure peut-être. Ouais, bah oui, je voulais te remercier, Olivier. Merci 1000 fois de t'être rendu disponible ce soir. Il n'est pas 21h pour toi, donc tu es peut-être en plein dans ta journée de boulot. Donc Ouais. merci 1000 fois. C'était formidable de plonger dans ton univers et voilà, on n'a pas tous le même que toi au quotidien, donc c'était formidable de pouvoir comprendre un petit peu mieux les secrets de fabrication du cinéma. Merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été là ce soir et vous avez été nombreux, donc c'est génial. Ça veut dire que le format vous plaît, que vous étiez super attirés aussi par cette interview d'Olivier et cette thématique. Je voulais conclure aussi en disant que si vous avez envie de participer au prochain numéro des Osda ont du talent, faites-le moi savoir, écrivez-nous. Voilà, l'objectif c'est qu'on puisse en faire plusieurs par an et voilà, et sur des thématiques diverses et variées. On a eu un cousin qui a monté une des plus grandes montagnes du Népal. On a eu un spécialiste de tout ce qui est gestion forestière. On a eu un ancien militaire des forces spéciales. On a eu une cousine qui s'est reconvertie d'avocate d'affaires à peintre qui peint des fresques incroyables et monumentales sur des immeubles à Singapour. On a eu Olivier ce soir. Donc franchement, je pense que on a vraiment des profils extraordinaires dans la famille et que c'est formidable de les mettre en valeur et de pouvoir tous se retrouver en dehors des rendez-vous qu'on a, comme les Alariades, évidemment. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Voilà. Et merci à tout le monde. Merci Olivier, merci Omblin. Merci Olivier. Merci. Bisous, ciao. Merci. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bye. Merci beaucoup, Olivier. Bye. Merci. Merci infiniment. De rien. Ça fait plaisir de voir quelques têtes. Salut Stéphanie. Vous avez vu, je suis avec Olivier. Je suis dans le bureau de Olivier. Au revoir. Au revoir. Guénola, salut. Non, je t'ai pas vu, Guénon, mais c'est sympa de voir que tu es Bravo là. Alexis pour le boulot. Super. Philippe, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Philippe Garmache, ça fait bien longtemps. Ouais. Il n'y a pas de son, mais merci encore d'avoir organisé ça, Franck. Et, Armel, you should be next. C'est Omblin qu'il faut remercier. Ouais. Oui, Omblin, on la remercie. On la remercie absolument. Je me suis proposé plus tard, mais je ne veux pas que ce soit Invasion Sarda non plus. J'avais proposé à Omblin que Inès nous montre ses techniques de montage, mais je ne suis pas sûr qu'elle pourra le faire. En tout cas, on était content aussi de voir Titane. Ouais, elle est où, Titane, d'ailleurs Ah bah, elle est peut-être disparue déjà, mais on la voyait très bien. Oui, absolument. Ça se passe bien. Écoute, je vous embrasse tous. Merci d'avoir écouté. Merci. Et merci à Armel aussi. Merci Franck, merci Omblin. Bisous.